Bonjour, bonsoir, selon le moment que vous allez visionner cette petite conférence, Mission de vie et étapes initiatiques de l'être humain. Donc, on va explorer la spirale évolutive. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'abord et avant tout un livre qui a été écrit qui présentait un peu la spirale évolutive. Qu'est-ce que c'est que la spirale évolutive? Ben, c'est une grille de lecture que j'ai développée à travers les années. Puisque moi, mon nom est Sylvain Bélanger, je fais des lectures intuitives depuis plusieurs années. Et ces lectures intuitives-là m'ont permis d'arriver à avoir une compréhension de l'être humain, puis qui m'a amené donc à vouloir développer donc cette grille de lecture-là autour des chakras que je vais vous présenter tout au long de la conférence, pas en détail, bien sûr, puisque l'objectif est plutôt de vous donner un genre de vue d'ensemble qui va nous permettre d'aborder le thème d'aujourd'hui, mission de vie et étapes initiatiques de l'être humain. Donc, on va essayer d'explorer de quelle façon que cette grille-là peut nous être utile pour comprendre l'évolution de la conscience humaine, mais aussi individuellement, de quelle façon que nous-mêmes, on peut évoluer, cheminer, etc. Alors, bien sûr, vous pouvez me poser des questions tout au long de l'événement, de la conférence. Il y aura donc des lectures d'âme aussi à la toute fin. L'idée là-dedans, c'est que quand vous me posez des questions, vous pouvez passer par le chat ou encore me faire un signe pour me dire que vous voulez me poser une question et là, vous accédez à votre micro. Je vous demanderai tout au long de la conférence que le micro soit fermé le plus possible pour qu'on puisse ne pas être dérangé par des bruits qui pourraient venir de votre espace à vous. Donc, la spirale évolutive, finalement, c'est basé donc sur mes près de 30 ans, plus de 30 ans de lecture intuitive que j'ai fait avec les gens. Et c'est venu avec un rêve qui m'a beaucoup inspiré. C'est un rêve qui était très, très précis, très clair, qui m'a amené aussi à développer donc un jeu de cartes aussi qui fonctionne sur le concept de la spirale évolutive. Hein. C'est un principe, sur la même grille de lecture. Alors, ce sont des outils, en fin de compte, qui permettent de mieux comprendre comment on peut développer l'intuition et comment on peut arriver justement à comprendre l'être humain que nous sommes. Donc, c'est ça un petit peu le thème donc d'aujourd'hui. Alors, moi, donc, ça fait plusieurs années que je fais les pratiques intuitives et ce livre-là est venu avec un rêve qui m'a amené à reconnaître finalement que l'humanité se composait de cette famille d'âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par cette expression d'âme qui sont en moi, tout comme vous. C'est cette expression-là correspond à l'évolution de la conscience humaine qui s'est faite à travers les temps et qu'on va explorer aujourd'hui pour mieux comprendre justement ce qu'est la spirale évolutive. Et comme je dis, ben, je ne vais pas aborder la spirale évolutive comme j'ai déjà abordé dans d'autres conférences pour éviter justement des répétitions inutiles. Donc, je vais essayer de vous présenter ça d'une façon bien, bien précise concernant cette notion d'étape initiatique, de quelle façon que l'on peut évoluer à travers cette spirale évolutive-là, en tant que collectivité, mais en tant qu'individu également. Donc, la spirale évolutive, c'est basé sur cette famille d'âmes-là, évidemment, que je vais vous présenter à mesure que la conférence va avancer. Et les 7 familles d'âmes sont donc des expressions, pourrait-on dire, parfaites de l'être humain. Et malheureusement, l'être humain, à travers des blessures qu'il va expérimenter tout au long de sa vie, va s'éloigner de la nature équilibrée de chacune des familles d'âmes et va nous amener donc tout doucement à s'éloigner à un point tel qu'on va comme finalement euh, perdre notre équilibre énergétique et on va tendre vraiment vers des déséquilibres de plus en plus profonds qui va nous amener donc évidemment à se diriger vers ce qu'on pourrait appeler la maladie. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va donc explorer. Évidemment, c'est des questions d'interrogation. Ben, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse donc vous en faire part. Alors, je vous demanderai donc de fermer le son le plus possible pour que je n'ai pas à le faire moi-même, puisque évidemment, je suis seul aujourd'hui. C'est toujours plus facile de pouvoir que vous puissiez le faire parce que ça m'évite, moi, de devoir le faire de mon côté. Donc, pour commencer, cette famille d'âmes-là, quelque part, je vais vous les présenter dans un contexte collectif, pour commencer, parce que je pense que ça peut être intéressant de comprendre l'humanité dans son expression pour arriver à comprendre, nous, en tant qu'individus, où est-ce qu'on en est dans notre cheminement évolutif et de quelle façon que l'on peut évoluer, nous aussi, en tant qu'individus. Et je vais vous présenter ensuite des moyens pour favoriser cet équilibre-là dans un troisième temps. Donc, la première étape, c'est que je vais vous présenter ces 7 grandes étapes évolutives-là. Alors, évidemment, sur quelle base que je vais vous affirmer ces choses-là, c'est évidemment à travers des écritures que j'ai lues, pour être bien franc, mais à travers également mes observations en tant que thérapeute intuitif qui se font à travers les années grâce à la pleine conscience intuitive, une méthode que j'ai développée qui permet donc de faire des lectures intuitives en utilisant donc
trois aspects, donc la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Donc, c'est la combinaison des trois qui va faire qu'on parvient donc à développer l'habileté intuitive, selon moi, et cette habileté-là, bien évidemment, va, selon moi, être augmentée par la combinaison de ces trois aspects-là que j'ai nommés et qui forment ce que j'appelle la pleine conscience intuitive. Donc, quand on regarde donc la conscience collective humaine, de quelle façon qu'elle s'est développée, on doit se ramener donc au début des temps. Alors, au début des temps, on fait référence à cette première famille d'âmes, c'est-à-dire que les êtres humains qui sont arrivés sur Terre au début des temps avaient donc la famille d'âmes du bâtisseur qui cherchait à se développer. Alors, qu'est-ce que c'est que la famille d'âmes des bâtisseurs? Ce sont des êtres humains qui ont donc découvert finalement le monde terrestre avec les moyens, des moyens plutôt limités. Et on n'avait pas de grands moyens à cette époque-là, donc on découvrait de quelle façon que la planète Terre fonctionnait, on découvrait comment on pouvait justement se nourrir de ce que la planète Terre pouvait nous apporter, etc. Donc, à cette époque-là, évidemment, on parle d'individus qui ont développé des habiletés à faire des cueillettes, à faire de la chasse, etc. Des gens, quelque part, qui fonctionnaient à l'intérieur de petits groupes et qui parvenaient donc à vivre, à survivre dans ces époques-là pour finalement chercher à comprendre comment la nature, la planète Terre fonctionnait. Donc, le bâtisseur, lui, à travers cette époque-là, a appris à apprivoiser donc la matière, comment la vie, comment elle se manifestait, elle s'imposait à lui. Il a appris donc à quelque part aussi à reconnaître de quelle façon que cette vie-là pouvait être comprise et on pouvait arriver donc à développer une habileté, à mieux la comprendre, comment on peut arriver, nous, en tant qu'être humain, à se déployer dans cet univers-là. Donc ça, c'était la première famille d'âmes qui est le bâtisseur qui s'est développé et qui nous a donc mis en relation donc avec une volonté de s'harmoniser avec la planète Terre, de chercher à respecter comment la planète Terre fonctionnait, puisque c'est à cette époque-là, évidemment, on était confronté à la Terre, qu'on n'avait pas les moyens de la questionner, on avait simplement le moyen que de l'accueillir, puis comprendre, de chercher à comprendre comment elle fonctionnait. Puis avec le temps, il y a donc une deuxième famille d'âmes qui s'est développée. Et cette deuxième famille d'âmes-là s'est développée à travers le développement de la conscience humaine, c'est-à-dire que l'être humain a appris à apprivoiser la matière. Et parce qu'il a appris à apprivoiser la matière, il a donc à développer de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences-là se sont surtout développées avec la venue de l'agriculture et donc, évidemment, de la capacité à utiliser l'eau en quelque part pour être en mesure de pouvoir donc commencer à se rendre compte qu'on pouvait apprivoiser la matière, puisqu'on pouvait donc générer des légumes, générer à quelque part de faire une agriculture à grand déploiement pour être capable de nourrir des populations. Donc, on commençait effectivement à avoir développer une forme de prospérité, pourrait-on dire davantage, concernant la nature, puisqu'on apprivoisait l'idée que la nature pouvait nous apporter, en lui donnant les bonnes conditions, des nourritures pour pouvoir justement se développer en tant que peuple, en tant que collectivité. Donc ça, c'était beaucoup relié au communicateur. Donc le communicateur, qu'est-ce que c'est dans le processus du développement humain? C'est que le bâtisseur, c'est celui qui cherche à reconnaître la matière, comment elle fonctionne. Le communicateur, c'est celui justement qui apprend à reconnaître à quelque part finalement l'idée qu'il est animé par par une composante humaine qu'on découvre tous quand on est sur Terre. C'est-à-dire que quand moi je nais sur Terre, Sylvain Bélanger, il n'y a pas une définition de Sylvain Bélanger qui est toute faite. C'est-à-dire que Sylvain Bélanger qui naît sur Terre, découvre qui il est. Tout comme chacun d'entre vous, vous avez découvert qui vous étiez. Et la famille d'âmes des communicateurs, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans ce processus-là, l'être humain développe aussi une conscience de plus en plus grande de lui-même, une identité de lui-même. Et cette identité lui permet donc de commencer à interagir avec d'autres êtres humains et à pouvoir mieux communiquer entre eux. Et l'objectif de ça, bien évidemment, c'est que moi, je m'accueille, je m'accepte comme je suis. Et parce que je m'accepte et je m'accueille comme je suis, je peux mieux communiquer avec les autres pour favoriser donc une forme d'esprit de communauté. Et cet esprit de communauté va faire effectivement mettre en place en quelque part une forme de société tout doucement à travers la société. Donc, vous voyez que la famille d'âmes des communicateurs a permis de développer cette situation où je me reconnais, mais je me reconnais en faisant partie d'une société, d'une collectivité. Et c'est comme ça, effectivement, que la deuxième famille d'âmes s'est développée à travers les temps. Là, je ne mets pas de date et tout ça, on n'est pas dans l'histoire précise. C'est plus comme des atmosphères que j'avais envie de vous partager. La troisième famille d'âmes est venue avec qu'on appelle les guerriers. Elle est venue, elle, avec les conflits, avec l'âge de fer et avec, évidemment, le feu, la découverte du feu.
Alors, tout ça, finalement, c'était une expression beaucoup plus agressive de l'être humain qui s'est manifestée avec le guerrier. Et cette expression plus agressive n'est pas associée à la famille d'âme des guerriers dans le sens équilibré du terme. C'est un reflet d'un déséquilibre. On comprend évidemment que la nature guerrière que l'être humain pouvait déployer lorsqu'il était peu évolué était celle justement de reconnaître qu'il y avait une forme d'énergie agressive, une énergie de conquête, une énergie de domination. Et il a appris donc à l'exprimer très librement, hein, surtout dans ces époques-là. Il y a eu énormément de situations de conquête et de guerre. On pourrait dire que ça continue encore aujourd'hui, malheureusement, quoique on tend justement à tenter de croire que on fait plus attention à ces situations-là. On tombe moins en guerre facilement, mais les guerres sont quand même assez violentes, etc. Mais à ces époques-là, il y avait des guerres qui étaient très, très fréquentes. Et ces guerres-là, bien évidemment, permettait à l'être humain d'apprivoiser effectivement cette nature d'affirmation, de puissance, de force que chacun d'entre nous possédons. Sauf que comme l'être humain n'était pas en mesure n'était pas en évolution à ce moment-là suffisante, n'était pas capable d'assumer cette énergie de force et de puissance d'une façon constructive. Donc, il a cherché davantage à dominer, à tenter de dominer ou de faire ou être dominé en fin de compte. C'était l'un ou l'autre qui se présentait. Puis il faut bien comprendre qu'aujourd'hui encore, l'énergie guerrière, c'est une énergie qui n'est pas apprivoisée facilement dans la conscience collective humaine parce qu'on a encore tendance effectivement à croire que la façon de réussir sur Terre, c'est de dominer les autres. Et il y a donc des dominants, puis il y a donc des dominés. Des dominés, c'est ceux qui subissent ceux qui sont dominants, etc. Et on vit beaucoup encore dans cette société-là qui fonctionne sur cette forme-là. Et pour moi, évidemment, on va le voir d'un point de vue individuel, de quelle façon que ça peut être modifié. Mais dans un contexte collectif, il faut bien comprendre que quand on est dans une société dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se retrouve là, il y a des règles et des lois qui s'imposent à nous par le fait que la société, par le fait qu'il y a une collectivité, ben, fait qu'on est obligé de s'harmoniser à cette collectivité-là. Si on ne s'harmonise pas, ben on est en quelque sorte rejeté. On est comme reconnu comme quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille humaine. Je peux donner l'exemple sans faire des grandes histoires autour de ça, mais le COVID a pu démontrer ça, puisqu'on a pu constater qu'il y avait une collectivité humaine qui avait un point de vue, qui était celui de l'autorité, qui était celui de la domination, et il y avait donc d'autres individus qui croyaient en autre chose et qui ont essayé de faire valoir leur point de vue mais qui n'ont pas pu se faire entendre comme ils l'auraient souhaité. Puis évidemment, on a pu vraiment voir cette position de dominant et de dominé qui a pu s'exprimer à ce moment-là, dans ces conditions-là. Donc, si on continue maintenant dans ce processus d'histoire que je vous fais comme un genre de survol, on apprivoise donc la famille des serviteurs. La famille des serviteurs est venue, on pourrait dire ça comme ceci, elle est venue avec le christianisme. Alors, c'est donc tout le mouvement de la religion catholique qui a pu permettre justement à la nature du serviteur de se manifester. Encore une fois, le serviteur qui s'est manifesté à cette époque-là n'était pas un serviteur tel que l'on pourrait le concevoir dans une version équilibrée, puisque le serviteur, c'est quelqu'un qui se tient debout, qui assume l'amour qu'il a pour lui-même et qui assume donc évidemment cette idée qu'il a de servir les autres, parce qu'il a envie de servir les autres, mais en s'aimant. Donc le serviteur est dans une situation où il se tient debout. Sauf que dans le christianisme, on a cherché à développer une notion du serviteur dans lequel il avait tendance à faire de la dévotion, du dévouement, et de se donner aux autres, de se donner à Dieu, de se donner à quelque chose qui permettait donc à l'être humain de ne pas pouvoir se tenir debout. Alors, vous comprendrez ici qu'il y a quelque chose évidemment ici de politique là-dedans, sans dire que la religion catholique est une fausseté, de bien comprendre que les religions ont quand même une volonté de contrôler l'être humain d'un point de vue social, et à travers le christianisme, bien évidemment, l'énergie du serviteur n'a pas pu s'exprimer comme elle aurait pu s'exprimer dans un contexte où l'être humain aurait été suffisamment évolué. Donc, il a fallu quelque part qu'il se mette dans cette position où il devienne finalement quelqu'un qui allait donner sa vie à un Dieu, ou à répondre en tout cas des règles et des lois divines. Et c'est là qu'on comprend que le serviteur, la famille d'âme du serviteur, est associé à l'élément air d'un point de vue vibratoire. Et l'air, mais c'est les idées. Donc, on impose à l'être humain des idées quelque part qui sont pas réelles, qui sont pas basées sur la réalité, où on dit, ben voilà, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Donc, l'être humain, c'est comme subi en quelque sorte des règles sociales qui répondaient justement à des idées, à des concepts d'idées qu'on imposait aux êtres humains d'une façon collective dans un contexte chrétien, évidemment. Et donc ça, c'est une famille d'âmes, à quelque part, qu'on a donc apprivoisée.
pour finalement amener la cinquième famille d'âme, qui est la famille des créateurs. La famille des créateurs, c'est la famille donc, qui reliait le chakra de la gorge, et c'est une famille qui nous met en contact avec le processus créatif de l'être humain que nous sommes. Alors, ce processus créatif-là nous permet de reconnaître qu'on est capable, en tant qu'individu, de créer. De créer, ça veut dire quoi? Donc, d'avoir accès à des inventions, donc de développer des relations avec des fréquences élevées dans l'univers pour se mettre en relation avec des choses qui n'ont pas été créées sur Terre, qui peuvent donc être associées donc, à des inventions ou à une forme de créativité qu'on peut avoir qui va nous amener justement à apporter sur la planète Terre de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies qui vont nous permettre d'évoluer et de faire avancer l'humanité. Ça, c'est un peu les créateurs qui vont faire ça. Et puis, évidemment, quand on regarde à quel moment que les créateurs ont pu vraiment se manifester sur la planète en tant que collectivité, on peut certainement envisager que l'informatique a joué un rôle important dans l'expression du créateur. Puis évidemment, on pourrait ajouter les réseaux Internet, bien sûr, les portables, tout ce que vous voulez, mais aussi l'intelligence artificielle qui est en train de se déployer. Donc, on peut penser qu'actuellement, d'un point de vue collectif, il y a donc une énergie de créateur qui commence à se manifester. Et le créateur qui est en train de se manifester est un créateur, finalement, qui, au lieu de se relier à l'énergie du ciel, donc à s'ouvrir au potentiel évolutif que l'univers lui transmet pour faire évoluer la conscience humaine, a tendance à vouloir se renfermer sur soi-même. C'est-à-dire que le créateur a tendance à se dire, ben moi, j'ai envie de créer quelque part une intelligence qui soit mieux que celle que le bon Dieu a créée. Hein? Je vais faire une caricature comme ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, finalement, ouvre la porte à la création de conscience robotisée, finalement. Et ces consciences robotisées-là, bien évidemment, c'est une façon pour l'être humain de dire, ben voilà, je suis créateur. Je suis créateur de l'humanité. J'ai plus besoin, donc, de me retrouver dans une position où j'attends après que le bon Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je suis le créateur, je peux le faire moi-même. Donc, vous voyez, c'est une tendance, encore une fois, qui n'est pas reliée à un créateur équilibré, mais encore là, à un être humain qui a envie encore de démontrer justement à la planète Terre, à l'univers, que c'est lui le patron. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à travers l'évolution des familles d'âmes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, l'être humain a toujours cherché justement à ne pas tenir compte des règles de la vie qui lui étaient retransmises, parce qu'il s'est dit, ben moi, je suis plus intelligent que ça. Hein, je suis plus intelligent que cette conscience universelle qui est présente. Donc, je suis capable, moi, de faire valoir que je suis en mesure, donc, de mettre mes règles, mes lois, donc de faire des guerres si j'en ai envie, de dominer la planète si j'en ai envie, de ne pas respecter les règles de la vie. On sait que l'agriculture, par exemple, c'était facile de respecter la vie et de respecter la nature selon des règles toutes simples que l'univers nous proposait. Et malheureusement, on a compris évidemment qu'avec le temps, l'être humain s'est éloigné de tout ça. Et on sait qu'aujourd'hui, ben, l'agriculture, elle est faite d'une façon qui va qui ne va pas permettre l'épanouissement de la planète comme on aurait pu l'imaginer que ça aurait dû être le cas. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, nous montre un peu que, à travers cette évolution de la conscience humaine, ben, l'être humain ne cherche pas à se relier, donc, à sa nature la plus évoluée et il cherche davantage, actuellement, en tous les cas, à vouloir s'approprier de plus en plus la vie en se disant je suis moi-même le propre créateur. Donc, on assiste actuellement à une forme de renfermement de la conscience humaine en tant que collectivité, j'entends toujours. Puis nous, en tant qu'individus, on va voir dans la deuxième partie de la conférence qu'on a un rôle à jouer important puisque nous, on peut effectivement devenir un élément quelque part qui peut permettre de pouvoir faire changer les choses à ce sujet-là. Donc, la sixième famille d'âmes à laquelle on peut parler, c'est les philosophes qui sont reliés au chakra frontal. Puis évidemment, en tant que conscience collective, les philosophes, bien évidemment, on pourrait dire ça comme ceci, c'est pas la famille d'âmes qui est encore installée sur Terre d'une façon très importante, pour la simple raison que le philosophe, ce sont des êtres qui sont dotés de sagesse et qui sont animés par une conscience intuitive et comme une conscience à quelque part où ils sont capables d'observer la vie en reconnaissant la sagesse intelligente qui anime l'univers et en comprenant les règles et les lois qui l'animent. Donc, les philosophes sont des êtres qui existent sur Terre. Il y en a évidemment dans le monde actuellement. Et ces êtres-là, évidemment, ont pour objectif d'éveiller la conscience vers des nouvelles visions du monde qui sont plus en connexion avec le principe de la vie
avec le principe, évidemment, que l'univers est animé par une forme de sagesse, une forme d'intelligence. On sait que les neurosciences, la physique quantique, il y a plein de modèles de conscience évolutive qui sont présents sur Terre actuellement, des philosophes, etc., qui amènent, qui élargissent la conscience et qui nous amènent vraiment à s'ouvrir vers cette ouverture vers le ciel, cette ouverture vers cette conscience intelligente-là qui nous permettrait d'évoluer plus sereinement. Mais sûr qu'évidemment, on l'a compris aussi que ce processus-là, quelque part intuitif, ben, il a comme une forme duelle, c'est-à-dire que plus moi, je reconnais que l'intelligence humaine est plus importante que l'intelligence intuitive, et plus je reconnais quelque part qu'il faudrait développer des êtres supérieurs. Alors ça, c'est la tendance négative, je dirais, de l'être humain qui se dit, ben voilà, on va développer l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on va développer l'idée quelque part qu'on doit valoriser des êtres humains intelligents, des êtres humains qui ont des capacités physiques particulières, qui ont plein d'éléments comme ça, qui font qu'on va valoriser donc euh, on va travailler sur l'être humain, on va le transformer, on va le rendre bionique à quelque part. Là, ça fait référence à l'intelligence artificielle conjointement avec l'intelligence humaine, où on donne de la valeur aux êtres qui sont plus intelligents, qui sont plus, qui ont démontré quelque part des compétences supérieures selon le point de vue de certaines personnes, bien sûr, hein, et qui vont faire qu'on va développer donc ce qu'on pourrait appeler des élus. Les élus, ce sont des êtres humains qui ont qui sont reconnus comme étant qui ont plus de valeur que d'autres êtres humains. Alors, c'est malheureux, mais c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois dans la tendance actuellement humaine. Je ne dirais pas que les philosophes sont très nombreux actuellement, puis que le courant collectif a une expression importante actuellement, mais c'est certain que le courant de l'eugénisme, donc de mettre en évidence à quelque part que l'intelligence, ben, elle a plus d'importance à quelque part que l'humain, ben, elle a tendance à quand même à s'exprimer actuellement. Il faudrait donc être attentif à ça pour, pour bien rappeler quelque part que le philosophe, c'est un être justement qui a donc une conscience intuitive, en fin de compte, et qui se relie donc à des règles et des lois qui n'appartiennent pas simplement à l'humain, mais qui le mettent en relation avec une force plus grande que la sienne. Et c'est ça un peu qui est le sens de la spirale évolutive, mais c'est de s'ouvrir davantage à cette énergie plus élevée. La septième famille d'âmes, c'est la famille d'âmes des spirituels, qui, elle, évidemment, on va retrouver les spirituels encore moins fréquemment que les philosophes dans le monde. Les philosophes sont des gens qui sont capables d'influencer le monde en écrivant des livres, en émettant des hypothèses, des théories, des philosophies, des mouvements spirituels, des mouvements politiques même. Ce sont des gens qui ont des influences collectives sur l'humanité, mais qui sont quand même des voies parallèles, c'est-à-dire des voies marginales dans la conscience collective, tant et aussi longtemps que la conscience collective n'aura pas fait son éveil, pourrait-on dire, pour amener une transformation plus profonde dans la société. Et la famille spirituelle, bien évidemment, ce sont les êtres qui sont alignés, qui sont en alignement avec leur nature profonde. Ce sont des êtres qui dégagent des énergies très harmonieuses. Et ces gens-là, évidemment, vont avoir tendance, bien évidemment, hein, on va vouloir les rechercher, on va vouloir être avec eux, etc. Comme il y en a très peu sur Terre présentement dans le monde, bien évidemment, c'est pas une famille d'âmes à quelque part qui est très favorisée, disons. Et il y a un danger dans cette famille d'âmes-là, c'est qu'avec le temps, on peut envisager que la famille d'âmes spirituelle nous amène à concevoir ce qu'on pourrait appeler une gouvernance mondiale, c'est-à-dire l'idée que l'humanité puisse être dirigée par des êtres qui auraient des connexions avec une forme qui serait alignée, qui serait sage finalement, et qui serait capable donc d'orienter l'humanité d'une façon saine et positive. Et puis évidemment, on sait aussi que la tendance qui est actuelle, c'est que la gouvernance mondiale, c'est qu'il y a des gens qui essayent de vouloir finalement faire valoir qu'ils voudraient dominer le monde non pas dans un contexte de sagesse, hein, mais plutôt dans un contexte de domination, et que c'est ça quelque part à laquelle on fait face actuellement comme situation sociale actuellement, et on doit comprendre évidemment que cette situation sociale est déterminée par quoi? Ben, elle est déterminée par le fait que il y a une conscience évoluée qui se fait chez l'être humain. On a tous cette capacité, nous, en tant qu'être humain, d'évoluer en tant qu'individu. Puis, évidemment, il y a un contre-courant à cette force évolutive-là, qui est un courant qu'on pourrait dire de l'imitation. Imitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire de tendance à l'être humain à se référer à son passé et essayer quelque part de renforcer ce qui a été vécu dans le passé pour essayer finalement de faire valoir que l'être humain est plus fort que l'univers, c'est-à-dire plus fort que la conscience évolutive. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations concernant cette idée-là.
Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que finalement, l'être humain, dans son histoire collective, ben, tend à quelque part à vouloir donc devenir de plus en plus aligné avec les 7 expressions des familles d'âme. Et cette voie d'expression-là va faire que l'humanité va devenir de plus en plus évoluée en tant qu'individu et qu'en tant qu'individu, il va influencer d'autres individus qui vont favoriser donc la transformation collective de l'être humain. C'est ça quelque part qui est l'objectif que l'on doit reconnaître et que l'on doit chercher à développer. Et nous, en tant qu'individus, on a tous ce rôle-là, finalement, de chercher à développer cette habileté-là, à devenir de plus en plus aligné à ces 7 expressions de d'âme qui sont en soi, et de chercher donc à valoriser ça de plus en plus pour que justement chacun des individus puisse reconnaître sa puissance et qu'il puisse être de moins en moins influencé par des influences sociales qui se feraient par des gens qui ont une volonté de garder le contrôle sur la conscience humaine, la conscience collective. Et on en est un petit peu là actuellement dans le processus, c'est-à-dire que l'être humain commence à s'éveiller. Et comme il commence à s'éveiller, parallèlement à ça, il y a une force qui commence à vouloir la dominer ou la contrôler, ou qui essaye de vouloir prendre possession, en quelque sorte, de cette évolution-là pour éviter que l'évolution de la conscience humaine favorise ce qu'on pourrait appeler l'alignement, c'est-à-dire qu'un être humain puisse se lever debout et assumer sa puissance et sa force. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette première étape qui était un peu comme un résumé de ces grandes, cette famille d'âmes-là, mais dans un contexte collectif? Si y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par le chat ou bien par une intervention audio, c'est comme vous le souhaitez. Je remercie à Louise qui me fait un petit cœur, qui m'a dit bon, qu'elle apprécie, j'imagine, ce qui a été dit. J'espère que les autres, si y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si des choses pas claires aussi, bien sûr, de me le faire savoir. Donc, les 7 familles d'âmes, finalement, sont des. Donc, Mélissa qui me dit l'alignement et l'axe vertical sont synonymes. On pourrait certainement dire que oui, l'alignement, en fin de compte, ou l'axe vertical, c'est cette idée que moi, en tant qu'être humain, j'ai 2 pieds sur le sol, j'ai la tête vers le ciel et je suis dans une position d'alignement. L'alignement signifie quoi? Ça signifie que l'énergie va circuler à travers mon corps pour me mettre en relation avec les 7 expressions de l'âme qui sont en moi, et je vais chercher de moi à m'harmoniser chacune d'elles de façon à ce qu'elles deviennent de plus en plus fluides dans mon corps, que l'énergie circule de plus en plus librement en moi. Quand ça se produit, ça veut donc dire que j'ai apprivoisé les 7 énergies, les 7 familles d'âmes en moi, et j'ai pu donc arriver à les équilibrer. Ces familles d'âmes-là, de quelle façon qu'elles vont s'équilibrer? Elles vont s'équilibrer à travers le développement de mes chakras, qui vont faire que je vais me sentir de plus en plus en maîtrise, pourrait-on dire, avec ces 7 expressions de l'âme qui animent l'être que je suis. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc à parler de l'alignement ou la position verticale finalement, qui fait que l'énergie va circuler des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et ça implique évidemment une position individuelle. Et ça, j'insiste là-dessus parce que on a souvent tendance à parler évidemment de transformation collective. Récemment, j'entendais quelqu'un qui parlait de l'énergie ambiante et qui semblait l'affecter. Elle disait que ça venait l'amener à des états émotionnels. Puis elle se demandait comment les gens vivaient l'énergie ambiante, comme si cette énergie ambiante-là, elle avait quelque part un pouvoir sur nous. C'est un peu vrai. Mais en même temps, le pouvoir que nous, on a sur cette énergie-là, c'est d'apprendre à se connaître et apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe en moi pour être capable de mieux gérer cette énergie-là qui se présente à l'extérieur de moi. Et c'est là, quelque part, que l'équilibre l'apprivoisement de ces familles d'âmes-là nous amène à développer une plus grande force, une plus grande puissance, être capable de mieux gérer justement notre équilibre pour ne plus être simplement dépendant ou fragilisé le moindrement par ce qui se passe autour de soi. Donc, si vous voulez bien, on va passer maintenant aux 7 étapes de l'individu qui vont nous amener aux missions de vie, puisque évidemment, le thème de la conférence, c'est la mission de vie et étape initiatique. Et là, je vais vous présenter un petit peu les 7 familles d'âmes dans un contexte individuel pour mettre en évidence justement que nous, en tant qu'individus, on traîne avec soi, je pourrais dire ça comme ceci, cette histoire collective que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que je vais vous présenter très sommairement comment l'humanité s'était développée. Et on pourrait dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance, je tiens des valises dont je ne suis pas conscient, et ces valises-là se composent d'éléments, de matériel finalement psychique appartenant à l'histoire de l'humanité. Et ce bagage-là, quelque part, ben, fait que moi, en tant qu'être humain, je suis pollué en quelque sorte dans mon désir d'évoluer, de progresser par l'histoire humaine, par la souffrance humaine, par un tas de choses, et que finalement, tout le travail
que je propose avec la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à développer, à identifier ces mémoires-là qui animent mon être pour arriver donc à me libérer pour que l'âme, la famille d'âmes qui anime mon être, les 7 familles d'âmes qui animent mon être, je puisse effectivement accéder à leur pureté et non à leur pollution, c'est-à-dire à tout ce qui pourrait m'empêcher d'évoluer, de progresser dans mon processus de vie. Donc, je vais vous parler ici maintenant des 7 étapes de l'individu et je vais vous faire donc des liens avec les missions de vie, très sommaires bien sûr, mais ça va quand même nous donner des indices de nous en tant qu'individu, de quelle façon qu'on peut se reconnaître dans ces familles d'âmes-là. Donc, au début des temps, j'ai parlé que l'être humain qui naît sur Terre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il apprend à reconnaître qu'il vit dans un monde dans lequel il y a des règles et des lois qui ne sont pas définies par lui, mais qui sont définies par le milieu dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que quand moi je nais sur Terre, sur la planète Terre, je ne peux pas dire à la planète Terre, ben voilà, moi je vais t'imposer ce que moi je veux de toi. Je dois reconnaître au début que la planète Terre repose sur des règles, des lois, et que si je ne tiens pas compte de ces règles et ces lois-là, je ne pourrai pas parvenir à vivre sur la planète Terre. Donc, la première étape de l'évolution humaine, c'est de reconnaître qu'on vit sur la planète Terre et que la planète Terre est une amie. Et dans la pratique chamanique, une des pratiques qui est fondamentale pour développer l'intuition, développer les habiletés de soigner et d'être dans une position de santé aussi, c'est de reconnaître que la planète Terre est notre amie et qu'on peut bénéficier de l'apport énergétique que la Terre produit par le champ Schumann ou le champ tellurique qu'elle émet. Et on peut donc apprivoiser, grâce à notre imaginaire, on peut se syntoniser à cette énergie tellurique-là et chercher justement à faire en sorte qu'elle puisse se propager en nous et de cette façon-là, évidemment, développer ce qu'on appelle l'enracinement et développer quelque part cette idée que cette énergie de la Terre, comme est une amie, ben, elle vient nous soutenir, nous supporter, nous donner de la vitalité pour être capable de mieux faire face à la vie. Donc, cette étape-là qui est le bâtisseur, bien évidemment, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Lui, c'est justement de reconnaître que la planète Terre n'est pas un ennemi, c'est une amie. Elle a une énergie qui est fondamentalement essentielle pour notre équilibre qu'elle va nous donner, qu'elle va nous apporter. Elle va nous apporter donc de la vitalité. Et moi, en échange de ça, bien, je vais apprendre à reconnaître comment la planète Terre fonctionne, comment elle existe et comment je peux m'harmoniser à elle. Alors, plus j'apprends à m'harmoniser à cette planète Terre-là, bien, plus j'apprends justement à pouvoir me déployer sur Terre en reconnaissant les règles et les lois. Donc, je vais constater que la planète Terre, elle est généreuse avec moi parce que je suis attentif à ses besoins, à ses demandes, et je vais donc développer une vie terrestre plus harmonieuse parce que je vais justement travailler en collaboration avec la planète Terre. Malheureusement, vous l'avez compris que individuellement et collectivement, certainement surtout, l'être humain a appris par mimétisme, hein, on se regardait chacun de notre côté, puis on a compris que si moi je faisais attention à l'arbre qui est à côté de moi et qu'une personne, elle, prenait le temps de prendre de vraiment utiliser les armes d'une façon complètement folle et non respectueuse, ben, et qu'elle faisait des sous grâce à ça, ben moi, par mimétisme, j'allais me dire, ben finalement, je ne suis pas intelligent de prendre soin de l'arbre qui est là, je devrais faire comme la personne à côté de moi, et de cette façon-là, ben évidemment, il y avait donc de l'abus qui en résultait. Alors cet abus-là, quelque part par mimétisme, hein, chacun d'entre nous avons fonctionné par mimétisme dans le sens qu'on a reconnu que quelqu'un le faisait et que ça fonctionnait, que c'était toléré, que c'était accepté. Donc, on est notre conscience a dirigé notre attention vers cette façon de faire-là et nous a nous éloigné quelque part de la nature équilibrée qui était en nous, à quelque part, qui était de dire, ben moi, j'ai envie de respecter la planète Terre. Il y a des sociétés, des civilisations qui ont sans doute respecté la planète Terre avec beaucoup plus de discernement et de conscience que celles qu'on retrouve aujourd'hui sur Terre. Et pourquoi ces civilisations-là ne sont plus là? C'est tout simplement parce qu'on les a sans doute éliminées. Pourquoi les éliminer? Mais parce que, quelque part, l'être humain, dans sa vertu de domination, dans sa volonté simplement de reconnaître à quelque part que la force dominait toute chose, ben, a simplement cherché à dominer certains individus de façon à ce qu'eux puissent dominer chacun et prendre possession de ces civilisations-là. Donc, comprenez donc la nature du bâtisseur, finalement, c'est un individu qui apprend à respecter la nature et les missions de vie qui sont associées au bâtisseur qui respectent la nature, mais évidemment, c'est tous les métiers qui sont d'ordre
terrestres, physiques, qui vont travailler avec la matière, architectes, par exemple, couturiers, des gens quelque part qui vont même travailler dans la construction, etc. Vous voyez, il y a plein de métiers qui sont associés à ça. Puis évidemment, le bâtiment équilibré va être dans une nature où il va chercher à être plus en harmonie avec la nature, mais on sait qu'il y a des perturbations dans la nature du bâtisseur qui vont l'éloigner de cet équilibre-là, qui vont l'amener vers l'hyperactivité, l'hypoactivité, des équilibres dans les chakras qui vont nous éloigner de cette nature d'équilibre. Donc, c'est là qu'on va finalement peut-être se perdre dans cette vision d'équilibre que l'on cherche à développer, mais on doit se rappeler que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité par rapport à la nature bâtisseur qui est en soi, de se dire ben, de quelle façon que je peux exploiter, entre guillemets, la planète Terre de la façon la plus saine possible, de la façon la plus équilibrée possible, de la façon la plus juste possible. Et je pense que c'est ça, quelque part, que le bâtisseur propose en termes de mission de vie, c'est toutes les personnes qui travaillent donc dans la matière, mais peuvent se poser la question, est-ce que moi, je travaille dans la matière en respectant quelque part la dimension terrestre? Et évidemment, ça a plusieurs applications. On est d'accord qu'on vit dans une société dans laquelle on a appris à fonctionner avec un certain abus face à la nature. Puis aujourd'hui, bien évidemment, si moi, en tant qu'individu, je veux changer les choses à ce sujet-là, ben, ça implique que moi, j'ai une volonté, une conscience individuelle qui m'amène à me dire, ben non, j'ai pas envie, moi, d'exploiter le moins possible, du moins, la dimension terrestre. Donc, je vais avoir tendance à vouloir me respecter par des choix que je vais faire en tant qu'individu. Donc, ça nous amène vers la responsabilité, bien sûr, de cheminer dans cette direction-là. Donc, ça, c'est peut-être pour le bâtisseur. Si y a des questions d'interrogation, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien sûr. La deuxième famille d'armes, évidemment, qui concerne le développement humain toujours, c'est-à-dire que le bâtisseur, c'est celui qui arrive à développer une relation avec le monde terrestre, à développer une sécurité qui va lui permettre donc de faire face à la matière et de se donner une relation avec la prospérité aussi. Hein, de quelle façon que moi, je peux devenir prospère tout en respectant la nature, tout en respectant la vie. Alors ça, c'est dans le sens idéal du terme. On sait bien sûr qu'il y a des gens qui vont complètement se foutre finalement de cette volonté d'équilibre pour justement devenir, par exemple, matérialiste à outrance et donc chercher à accumuler d'une façon exagérée dans la matière parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est le seul moyen pour eux de se donner de la valeur. Alors, vous voyez que plein de désordres qui sont associés à ça. Mais évidemment, quand on comprend que l'être humain, dans son état, dans son évolution, doit apprendre à respecter la nature, ben c'est une fondation. On commence par la fondation. L'être humain commence à comprendre qu'il n'a pas justement à se perdre dans la matière, puis qu'il doit apprendre justement à reconnaître que la matière a une place, mais c'est pas à elle de prendre toute la place, puis que moi, je dois respecter cette relation avec le monde terrestre pour pouvoir fonctionner d'une façon sécure, tout en étant capable justement de comprendre que j'ai pas à m'embourber dans la matière, comme malheureusement la société actuellement nous a enseigné à faire. Aujourd'hui, on nous parle de pollution, on nous parle de plein de problèmes associés donc à la planète Terre, et on essaye de nous rendre responsables en tant qu'individu, en se disant, ben oui, c'est vous, faut que vous arrêtiez de prendre votre douche, vous avez arrêté ceci, vous arrêtez ceci, bon, cela. Évidemment, je fais des caricatures un petit peu, mais c'est pas tout à fait des caricatures, on a vraiment les gens ont vraiment exprimé cela. Donc, on comprend qu'on essaye d'amener l'être humain à se rendre responsable de ça. Puis évidemment, on a une responsabilité là-dedans, bien sûr, mais on doit comprendre que les premières actions à faire pour changer une situation, c'est de commencer à mettre des règles et des lois envers des grosses sociétés qui ont le pouvoir justement de faire de la pollution de façon beaucoup plus importante. Alors, je pense que ça donne un exemple aussi à la société, ça donne des exemples en termes de collectivité aussi. Donc, je pense que c'est des choses à laquelle il faut être attentif. Mais nous, en tant qu'individus, donc, cette nature du bâtiment, c'est déjà de valoriser et de faire une réflexion sur nous-mêmes pour apprendre à être plus en harmonie avec la vie. Ce serait déjà une étape première. Ensuite, il y a le communicateur qui va se déployer en tant qu'être humain au niveau de son identité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'apprends à reconnaître quand dans moi, j'ai l'envie de finalement m'accueillir, m'accepter tel que je suis. Et m'acceptant tel que je suis, je vais développer une forme d'authenticité envers moi-même. Je vais être vrai avec moi et je vais pouvoir développer la vérité avec mon entourage. Je vais donc développer une forme de relation vraie avec moi-même et avec mon entourage. Et de cette façon-là, ben, je vais développer une communication juste, pourrait-on dire, avec les gens qui sont autour de moi. Donc, si on regarde au niveau des métiers, évidemment, ce genre de position d'authenticité-là va favoriser le journalisme.
va favoriser la position d'être avocat, d'être en politique, par exemple. Vous voyez, ce sont des exemples où je vous montre, je mets en évidence l'idée que, comme je suis authentique, j'ai développé quelque part une vision d'une vérité, d'un concept de vérité en tous les cas, et de me dire, ben, cette vérité-là, de quelle façon je peux la déployer pour qu'effectivement la société puisse bénéficier de cette vérité-là et qu'il y ait une forme de justice, une forme d'éthique, une forme de compréhension des choses qui peut se manifester. Alors, je pense que c'est important donc de bien comprendre à quelque part que cette vision du communicateur qui se développe à travers notre cheminement de vie nous ramène vers cette définition de l'authenticité, de quelle façon comme moi je suis authentique avec moi-même, de quelle façon je suis authentique avec les autres. C'est un fondement important de ce communicateur-là qui va chercher justement à tenter de faire valoir cette authenticité-là dans son monde, dans sa façon d'interagir avec les gens, etc. Donc, évidemment, à l'état des moyens qu'il a, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'il faut transformer le monde sans reconnaître ce qu'il est. On doit apprendre à collaborer avec lui, mais déjà être conscient de cette authenticité-là qu'on recherche envers soi-même, de cette acceptation de qui on est aussi, sont des fondements qui vont nous permettre justement de développer une identité plus solide dans laquelle on va être capable de pouvoir justement collaborer avec les gens d'une façon beaucoup plus vraie et beaucoup plus sereine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est favorable pour nous en tant qu'individus et qui est favorable pour la collectivité aussi, bien sûr, puisqu'on donne un exemple d'une composante de notre être humain, de notre humanité qui est essentielle, je dirais, dans le cheminement. Avez-vous des questions concernant cette deuxième famille d'âmes? Ça va? N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, c'est les questions. Donc, la troisième famille d'âmes, ce sont les guerriers. Et les guerriers, quelque part, qu'est-ce qu'on comprend dans le développement humain? Le guerrier, c'est la lumière. C'est ma capacité à être un feu rayonnant qui va rayonner en moi et qui va rayonner vers les autres et qui vont faire que les gens vont dire, wow, cette personne-là, elle rayonne, j'ai envie de la suivre, elle dégage une puissance, j'ai envie d'être avec elle. Je sens quelque part qu'elle a une certaine forme de plaisir, de joie de vivre, j'ai envie de la partager avec elle. Vous voyez, c'est comme si, quelque part, le guerrier, on a tendance à lui attribuer la position effectivement du dominant-dominé, parce que le mot guerrier souvent fait penser à ça. Alors que le guerrier, quelque part, c'est un individu justement qui a assumé sa puissance. Et parce qu'il assume sa puissance, ben, il a tendance évidemment à tendre la main vers d'autres êtres humains qui ont également une forme de puissance. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, il y a une forme de collaboration qui va prendre forme, qui va faire que deux êtres puissants vont simplement être plus puissants. Et quand je dis puissant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va dominer les autres parce qu'on est puissant. C'est-à-dire qu'on va reconnaître notre puissance et on va simplement reconnaître que cette puissance-là, ben, comme elle est là, on a envie de collaborer avec d'autres êtres humains pour respecter quelque part cette envie qu'on a de s'épanouir en tant qu'être puissant, mais toujours dans une forme de respect. Alors évidemment, c'est quelque chose qui demeure quand même fragile, encore une fois, cette notion-là, parce qu'évidemment, il est facile de manifester une puissance, d'être dominant, de manifester notre puissance et de dominer quelqu'un, c'est quelque chose qui est facile de faire. Et on a tous des exemples en tête de situations où on a pu justement reconnaître cette envie que l'on avait de dominer ou d'être dominé, des situations naturelles qui se font dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. On ne peut pas se fermer les yeux face à ça. Il suffit de regarder comment la société fonctionne pour se rappeler que la notion de dominant et de dominé fait partie de la société, font partie de la vie, puis il faut à quelque part le reconnaître comme étant une réalité. Alors, le guerrier, en termes de mission de vie, lui, évidemment, va être un leader, c'est un meneur, c'est un chef, c'est un patron. Parallèlement à ça, évidemment, le patron, ben, quelque part, a besoin d'assistants, a besoin d'employés, a besoin de gens, quelque part, avec lesquels il va pouvoir collaborer. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas être un chef qui va dominer les autres, mais un chef qui va collaborer avec d'autres êtres humains. Vous voyez, c'est ça un peu le concept du guerrier, c'est de mettre en place, effectivement, une forme de hiérarchie saine dans laquelle on reconnaît qu'il y a des gens qui ont un certain pouvoir, mais ces pouvoirs-là ne sont pas utilisés d'une façon à outrance, ils sont simplement utilisés pour créer une forme de hiérarchie, pour créer de l'ordre, pour créer de l'organisation, de la facilité dans la gestion des choses. Alors, vous voyez que le guerrier, c'est un peu ça finalement qui est l'expression équilibrée de celui-ci. Bien sûr que vous avez compris que les grandes tendances du guerrier déséquilibré, c'est soit de dominer ou d'être dominé. Ça, c'est bien évident que c'est quelque chose qui va être très fragile. Mais encore là, chacun d'entre nous, nous avons l'opportunité de nous dire, ben voilà, de quelle façon que moi, je peux me manifester comme un chef, comme un meneur, comme un patron, tout en respectant l'autre, et de quelle façon je peux être un employé ou un assistant.
ou être quelqu'un, quelque part, qui collabore avec d'autres gens tout en me respectant, tout en ayant le sentiment que je suis un élément significatif pour l'entreprise dans laquelle je suis, par exemple. Alors, évidemment, je suis conscient que ce n'est pas toujours facile, c'est un peu idéaliste, peut-être pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de présenter, mais en même temps, je me dis effectivement que si on ne commence pas à s'éveiller à ces choses-là à l'intérieur de soi-même, on reste prisonnier avec les valises de l'histoire humaine, de la collectivité humaine, qui, elle, finalement, nous a donné une foule d'exemples qui nous ramènent constamment à l'idée qu'on ne peut pas justement accéder à ces équilibres-là parce que justement, il y a plein d'éléments historiques dans notre conscience collective qui nous ramènent constamment à devoir avoir l'impression que le seul moyen pour nous d'exister, c'est de répéter, répéter et de répéter l'histoire dans le sens de la domination, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné dans l'histoire. Et si je suis un dominant, ben j'arrive à survivre, donc je vais devoir dominer tout au long de ma vie. C'est ça la facilité avec laquelle on peut facilement appliquer les choses. Alors qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une position où cette capacité que j'ai de m'harmoniser avec la nature guerrière qui est en moi, mais peut justement s'épanouir différemment, parce qu'on en est peut-être rendu là aussi dans ce processus-là. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée donc du guerrier. Ensuite, dans le processus d'évolution, vous avez ensuite accès au serviteur qui est relié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, finalement, c'est la position de verticalité qui commence à prendre forme, puisque le cœur, c'est la capacité que j'ai de m'aimer. De m'aimer. Qu'est-ce que je vais aimer? Ben, je vais aimer ma volonté de marquer le sol, ma volonté à quelque part de pouvoir justement me mettre dans une position où j'apprends à me sécuriser, où j'apprends à reconnaître mon envie de m'accueillir tel que je suis, d'être authentique, mon envie de m'affirmer tout en respectant les autres, en collaborant. Et dans ce sens-là, cet amour de moi-même va faire que je vais être capable d'assumer pleinement l'adulte que je suis et va m'amener à me dire, mais tiens, maintenant que je suis un adulte qui me reconnaît, ben, j'ai envie de collaborer avec d'autres êtres humains qui vont se reconnaître. J'ai envie, à quelque part, de témoigner de qui je suis et de témoigner, à quelque part, des belles qualités que j'ai pour finalement faire que le monde devienne meilleur. Et c'est là, quelque part, que le guerrier, le serviteur, plutôt, excusez-moi, a un rôle important à jouer parce que ça implique effectivement que cet être humain-là est assez fort pour être capable de se tenir debout. Et quand on se tient debout, on ne tombe pas. Et dans la pratique chamanique, l'idée de l'enracinement, c'est d'apprendre à se tenir debout pour ne pas tomber. Parce que si on tombe, ça veut donc dire quelque part qu'on est en train de perdre pied. C'est un peu comme tomber amoureux. Tomber amoureux, c'est une belle expérience d'être inconscient. Mais quand on réfléchit un peu, tomber, c'est perdre pied. Si je tombe en amour, ça veut donc dire quelque part que je perds mon identité, que je perds mon pouvoir, je perds ma puissance. Et dans la tradition chamanique, on ne nous enseigne pas à tomber amoureux. On nous enseigne à nous tenir debout et à partager avec quelqu'un des beaux moments, des moments de partage qui vont enrichir la vie de chacun, mais on n'est pas obligé de tomber amoureux pour autant. Et dans ce sens-là, le serviteur met beaucoup en évidence cette nature, justement, de celui qui se tient debout. Et celui qui se tient debout, bien évidemment, va avoir envie de partager les plus belles vertus qui sont en lui. Et le serviteur va souvent être associé au service, donc être au service des autres. Et il va y avoir également souvent la profession de thérapeute qui va être associée au serviteur, médecin, infirmier, thérapeute de tout ordre, ou en quelque part de toute personne qui est au service de, qui accepte d'être au service de d'autres personnes, va être beaucoup dans le serviteur, mais la vertu du thérapeute, du serviteur équilibré, c'est de se tenir debout. Donc, oui, je suis au service des autres, mais je ne me perds pas dans les autres. Je m'aime, donc je suis capable de servir les autres dans le respect de ma personne. Alors, on sait évidemment que la société a beaucoup tendance à valoriser l'idée que des gens qui sont des preneurs, des gens qui sont des donneurs. C'est-à-dire les preneurs, c'est ceux qui vont prendre ce qu'on va leur donner, et il y a des gens qui sont les serviteurs déséquilibrés, qui eux vont arriver avec l'idée de dire, ben, je donne, je donne, je donne, je donne sans compter. Donc, les gens qui sont des preneurs vont prendre, 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 prendre sans compter aussi. Donc, vous comprenez évidemment que dans cette situation, on a une responsabilité, chacun d'entre nous, à se dire, ben, est-ce que j'ai envie, moi, parce que j'ai une nature de serviteur, de me donner et de donner continuellement aux autres qui vont prendre continuellement. Parce qu'il faut comprendre que malheureusement, la société fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui donne plein de choses, on ne va pas lui dire, écoute, tu donnes trop, tu devrais arrêter, c'est pas bien pour toi. On va plutôt voir des gens qui vont profiter tout simplement de la personne en se disant, ben, cette personne, elle donne beaucoup, on va en profiter au maximum et quelque part, on devient irresponsable de ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît que cette personne-là, elle fait une erreur, mais on n'est pas là pour lui dire qu'elle fait une erreur parce que justement, on veut profiter de la situation. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça que la société fonctionne beaucoup. Et je pense que le serviteur, justement, cette idée d'être un adulte, ça implique justement que le serviteur qui est un adulte a la conscience
qui se retrouve dans une société qui est hostile à lui-même. Qui ne veut pas dire que on vit dans un monde de méchants, mais ça veut dire quelque part qu'il est conscient que l'amour qu'il a pour lui-même l'amène à devoir finalement se protéger de son environnement, puisque son environnement ne sera pas toujours favorable pour lui-même. Et c'est là, quelque part, qu'on touche la maturité de l'être humain. On n'est pas dans la naïveté, on est dans une position de vérité, encore une fois, par rapport à qui on est véritablement. Si on poursuit le processus, maintenant, il y a le créateur qui est relié au chakra de la gorge, qui, lui, va nous mettre en relation donc avec la nature inventive de l'être humain que je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis capable de reconnaître que la vie qui m'est présentée, ben, quelque part, elle peut m'être présentée. Puis moi, parce que je suis créateur, ben, je peux m'adapter à cette vie-là pour proposer d'autres voies, d'autres chemins, d'inventer, faire des inventions, d'avoir une créativité qui va me permettre de présenter les choses autrement pour être capable de trouver ma place dans cette vie-là. Donc, je pense que le créateur a un rôle important à jouer parce que c'est celui qui est capable de regarder ce qui est et de se dire, bon, ben moi, je vois les choses autrement et elle pourrait se faire autrement, puis elle pourrait être très bien faite aussi. Et on va donc amener cette vision autre, en quelque part, qui va élargir les champs de conscience et qui va permettre à d'autres êtres humains de regarder la vie avec des yeux différents. Donc, le créateur est une énergie, justement, qui propose de la lumière dans des endroits où il y a de l'ombre. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un met de la lumière? Bien, évidemment, tout le monde va suivre la lumière. Donc, vous voyez que la collectivité, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que les êtres humains peuvent fonctionner d'une certaine façon, puis du jour au lendemain, si un créateur arrive, met de la lumière dans un lieu, fait voir que d'autres options, d'autres chemins qui n'avaient pas été entrevus jusqu'à maintenant, ben, on va constater qu'à ce moment-là, ces autres êtres humains-là, ben, ils vont suivre cette lumière-là, puis il va y avoir donc à ce moment-là l'expression d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route qui va prendre forme parce que le créateur va l'avoir mise en lumière. Maintenant, si le créateur arrive avec des idées trop originales ou trop étonnantes ou trop surprenantes, ben la collectivité, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va simplement rejeter le créateur en disant non, non, ton chemin, quelque part, est un chemin qui ne nous intéresse pas, qui ne nous convient pas, qui n'a pas de sens. Et à ce moment-là, le créateur ne va pas pouvoir exprimer ce qu'il est. Donc, le créateur est dans une démarche, effectivement, où il doit s'individualiser, puis il doit effectivement trouver une voie qui va lui permettre donc de faire valoir ce qu'il a à proposer, puis qu'elle soit entendable et acceptable à son entourage, puisque son entourage ne sera pas toujours réceptif si c'est trop original ce qu'il propose. Donc, le créateur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est donc des créateurs. Au niveau de la mission de vie, ce sont des gens qui vont être des créateurs, des inventeurs, des gens qui sont réformistes, des gens qui ont des façons de voir les choses différentes, qui ont une individualité assez forte pour prendre des chemins qui leur sont propres et qui vont finalement être assez souvent en désaccord avec leur routine. Et la routine, c'est faire les choses toujours de la même façon, sans se poser de questions. Mais le créateur, lui, se pose des questions, puis cherche à envisager les choses autrement, parce qu'il se dit, il y a certainement une façon plus efficace de fonctionner que de simplement faire toujours la même chose. Donc, le créateur amène donc un autre regard sur la vie et évidemment, c'est quelque chose de très intéressant, puis c'est nécessaire. Et on est tous, en tant qu'être humain, animés par une dimension créatrice plus ou moins importante. Et comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des déséquilibres émotionnels qui se font, ben, notre créateur va s'éloigner de la nature créatrice qui peut l'animer. Il peut même devenir très routinier, par exemple, parce qu'il va refuser de recevoir ou d'accueillir la nature créatrice qui est en lui parce que ça va tout lui faire peur, par exemple. Vous voyez, alors, on a tous donc à nous questionner, à savoir de quelle façon que notre vie peut être plus créatrice, peut être plus dynamique pour effectivement cheminer dans notre processus de vie, puis favoriser donc cette nature créatrice qui est en soi. Ensuite, vous avez donc toujours pas de questions, n'hésitez pas s'il y a des questions, des commentaires. Ensuite, vous avez donc le créateur, le philosophe plutôt, excusez-moi, qui vient se déployer. Le philosophe, finalement, c'est dans l'hiérarchie des êtres humains, bien évidemment, c'est relié au chakra frontal, et vous l'avez sans doute compris que plus on tend vers les chakras supérieurs, plus on va constater souvent que l'être humain a plus de difficulté à apprivoiser ces énergies-là, parce que ce sont des énergies qui sont plus évoluées, elles demandent plus de connaissance de soi, elles demandent plus de maîtrise des sept familles d'âmes, justement, et que quand on aborde donc le chakra de la gorge, le chakra frontal, le chakra couronne, on assiste donc à il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de vibrer à ces niveaux-là. Et si on parle du philosophe, mais le philosophe, c'est l'être sage. C'est l'être, à quelque part, qui est capable d'aider d'autres êtres humains à comprendre ce qui se passe en eux, qui est capable il y a une longueur d'avance sur
la majorité des êtres humains parce qu'il comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Et il va donc souvent être capable de proposer une grille de lecture sur l'humanité qui lui est propre et qui va favoriser donc l'éveil de la conscience humaine, c'est-à-dire que des êtres humains vont accueillir son savoir, puis vont élargir leur conscience grâce à ce savoir-là qui va leur être proposé. Et souvent, le philosophe va donc avoir une capacité d'avoir un impact collectif sur la société. C'est-à-dire qu'il va être capable de toucher la collectivité d'une façon plus importante que le créateur qui va plus, donc au début, lui, en tous les cas, proposer une voix en tant qu'individu. Le philosophe, lui, va être reconnu par une collectivité et cette collectivité va vouloir le suivre régulièrement. Un exemple que j'aime donner, parce qu'actuellement, il se passe des choses concernant cette personne-là, puis que c'est quelqu'un que je trouve qui est intéressant en ce qu'il propose, c'est un Français, c'est Thierry Casanova, il me semble, c'est ça, oui, qui s'est beaucoup spécialisé dans l'alimentation et surtout dans les jeunes et qui a 1 million de personnes qui le suivent et plus. Hein. Donc, c'est quelqu'un quand même sur YouTube, j'entends, et c'est quelqu'un que, donc qui est reconnu à quelque part. Et dans ce sens-là, ce qu'il propose, ben, finalement, c'est de la naturopathie, c'est des notions naturelles, finalement, et il a vécu, à quelque part, une situation conflictuelle, c'est-à-dire que la société, je dis la société, évidemment, ce sont des gens qui l'ont pointé du doigt en disant qu'il était sectaire, qu'il était ceci, qu'il était cela. Bon, alors je ne veux pas embarquer sur la vérité de ça ou pas la vérité, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on a un regard sur quelque chose qui est marginal, comme lui, un regard marginal sur l'alimentation, sur la vision de la santé, bien évidemment, si on devient populaire, parce que lui, il est quand même suivi par 1 million et plus de personnes, ben, quand on devient populaire, ben, on devient finalement un être qui a une certaine forme de pouvoir, et cet être de pouvoir devient, entre guillemets, dangereux pour une société. Elle peut devenir dangereuse pour une société, surtout si cette société-là reconnaît qu'elle a des intérêts qui sont autres que celui que cette personne-là présente. Et c'est certain que ça peut donc créer des problèmes pour cette personne-là. C'est ce qui s'est passé pour cet homme-là, qui a eu donc des problèmes parce que justement, on a essayé de l'identifier quelque part au fait qu'il était dans une secte, etc., etc., etc. Et vous comprendrez évidemment que l'être humain qui est un philosophe est confronté souvent à cette situation-là, c'est-à-dire qu'il développe donc une conscience sociale, un certain nombre de personnes vont le suivre, puis à un moment donné, la société, ben, si elle trouve qu'il prend trop de place, ben, elle peut à ce moment-là intervenir pour essayer de coincer cette personne-là, pour essayer de lui enlever du pouvoir, de la notoriété, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la société d'une façon très naturelle. Quand on prend le temps de regarder historiquement comment les choses sont passées dans la vie, dès que des gens ont des influences trop importantes et que ça dérange certaines personnes, ben, il peut y avoir effectivement des interventions qui sont faites de cette façon-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans l'histoire de l'humanité aussi. Alors donc, le philosophe, c'est quelqu'un qui a osé, c'est surtout parce que Thierry a osé remettre, là, je ne vois pas trop le commentaire, je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui a été dit ici. C'est tout parce que Thierry a osé remettre en doute le dogme de la santé, notamment depuis qu'il a parlé de vaccins. Bien sûr, c'est certain qu'il y a entre autres ça aussi qui a joué, mais ceci dit, le fait qu'il parlait de jeûne, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui le suivent, à ce moment-là, il suffit de peu de choses pour, à quelque part, être identifié comme étant quelqu'un qui dérange. C'est sûr que le dogme médical est un dogme, hein, quelque part, dans lequel on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, en tout cas de dire des choses qui sont en désaccord avec le dogme médical. Donc, c'est certain que ce n'est pas la première personne qui vit ça, mais c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans le philosophe, c'est quelque chose qui est associé au philosophe fréquemment, de se retrouver dans une position où il va être contesté, bien qu'il puisse dire des choses qui ont pleinement du bon sens, on va quand même le contester et c'est quelque chose qui va être naturel pour ce type d'individu-là qui est relié donc à la controverse, puisqu'il arrive avec des idées nouvelles et en plus qui sont articulées, qui sont intelligentes et qui touchent une collectivité qui le reconnaissent, donc ça devient effectivement des éléments favorables à ce qui est un peu comme une contestation qui soit associée à lui. Donc, le type de travail que le philosophe va faire, bien évidemment, il va faire des mouvements philosophiques, il peut même faire des mouvements politiques, des mouvements, des conférences, il va être auteur, il va être quelqu'un qui va donc développer une façon de voir le monde qui va habituellement être reconnu par une certaine population, comme je disais tantôt, et qui va faire qu'il va sentir qu'il y a une influence. D'ailleurs, les philosophes, comme quand on y réfléchit, comme ils sont dans un niveau
de développement des chakras assez élevé, c'est normal qu'ils aient une capacité donc de capter des choses que la plupart des êtres humains ne sont pas capables de capter et qui sont capables que les gens vont reconnaître quelque part leur talent, leur habileté, puis ils vont être, entre guillemets, impressionnés par ça, puis ils vont vouloir le suivre. Et c'est donc normal que le mouvement politique, le mouvement social, la société, à quelque part, tente de contrôler ça, puisque quelque part, il faut bien comprendre que la société, elle ne peut pas permettre que n'importe quoi soit amené, surtout si ça va en désaccord avec certaines réalités qu'eux valorisent. Donc, ça, c'était pour donc, les philosophes. Alors, évidemment, le philosophe, c'est quelqu'un qui, dans ma pratique, moi, évidemment, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, le philosophe, puisque, évidemment, c'est tout l'enseignement de la pleine conscience intuitive, où on cherche justement à développer une habileté intuitive pour être capable, justement, de développer cette sagesse et être capable, donc, d'arriver à une compréhension de plus en plus élevée sur la vie, sur ma vie, sur la vie des gens que je peux côtoyer, ainsi de suite, et sur la collectivité aussi, bien sûr. Alors, vous avez ensuite le spirituel, qui est le dernier chakra, qui lui va mettre en évidence cette notion d'alignement dont j'avais parlé tantôt. Donc, le septième chakra, c'est le chakra dans lequel j'arrive, moi, à fin de compte, à faire le vide dans mon être. Pourquoi faire le vide? Parce que j'ai plus à. Mon existence est complète. Alors, quel que soit le moment de l'âge ou que j'ai, etc., il y a un sentiment de réalisation parce que justement, j'ai dépassé l'expérience humaine. Je me suis libéré de l'expérience humaine et en me libérant de l'expérience humaine, j'arrive à une forme d'alignement qui fait quelque part que j'expérimente ce que j'appelle le grand vide ou le grand silence, qui fait que je n'ai plus d'agitation. Pourquoi je n'ai plus d'agitation? Parce que je ne suis plus coloré par l'expérience mémorielle humaine. C'est-à-dire que l'histoire humaine de du passé collectif humain ne me concerne plus car je me suis dégagé de lui, car je m'en suis libéré. Et c'est là, quelque part, que le spirituel va se manifester. C'est des êtres, évidemment, qui n'ont rien à prouver, donc ils sont simplement dans un état de bien-être. Et les gens qui vont vouloir les suivre sont simplement désireux de se relier à ces personnes-là parce ils dégagent un sentiment de bien-être. Et il va y avoir donc une certaine forme de, de volonté de suivre ces gens-là parce qu'ils sont bien, tout simplement. Et ça va donc entraîner donc, des mouvements qui peuvent être finalement, qu'on trouve en Inde souvent, ce concept des gourous qui font rien de spécial, sont dans un état méditatif. Il y a plein de gens qui ont envie d'être avec eux parce que ces gens-là dégagent quelque chose de particulier. Donc, évidemment, ça fait partie donc de la voie humaine, c'est-à-dire que dans le processus de l'évolution de la conscience humaine, le spirituel, c'est celui qui a appris à se déprogrammer de son histoire personnelle et de l'histoire collective pour accéder justement à son expression pure de son âme. Donc, les 7 composantes de l'âme se retrouvent libérées de l'histoire et trouvent à quelque part cette forme de félicité, pourrait-on dire, qui fait que l'être humain est dans une harmonie parfaite. Voilà. Donc, je ne sais pas si y a des questions concernant ces étapes de l'être humain. Si y a des questions, n'hésitez pas. Donc, on va se diriger vers, je vous avais promis qu'il allait y avoir des lectures d'âme, donc on y arrive bientôt. On va maintenant regarder un petit peu l'aspect soin, de quelle façon qu'on peut apprendre justement à travailler sur cette famille d'âmes-là pour apprendre justement à être de plus en plus dans une forme d'équilibre et d'harmonie. Donc, évidemment, la première voie de travail sur les 7 familles d'âmes, c'est la voie énergétique que vous connaissez peut-être, dans laquelle on apprend à soigner les chakras et soigner l'énergie vitale qui est en soi. Alors, tantôt, je vous avais parlé que quand l'énergie circule de mes pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à mes pieds, il y a une circulation énergétique fluide et harmonieuse qui s'effectue en moi. C'est ce qui va favoriser ce qu'on appelle la négantropie. La négantropie, c'est une situation où mon corps ne gaspille pas d'énergie inutilement pour fonctionner puis pour vivre. Il est dans une position d'économie. Économie parce que justement, je n'ai plus besoin de gaspiller de l'énergie ou de dépenser autant d'énergie pour exister, ce qui va donc entraîner dans mon corps un non-vieillissement, c'est-à-dire que le corps va vieillir moins rapidement que la moyenne des gens, ce qui va donc dire quelque part que la santé va être au rendez-vous plus longtemps également. Et c'est certainement ça que chaque être humain devrait rechercher de vivre. Et les recherches scientifiques aujourd'hui démontrent que les pensées peuvent influencer très fortement cette relation que j'ai avec la négantropie. C'est-à-dire que oui, l'aspect énergétique, par exemple, m'enraciner, me prendre soin de moi d'un point de vue énergétique,
pas compte de la dimension psycho-émotionnelle, par exemple, de mes pensées. Si je suis toujours avec des pensées négatives, des pensées de stress, je ne sais quoi, ça va perturber ma santé. On a pu identifier donc que les paramètres de la santé sont perturbés lorsqu'on a des pensées négatives. Par exemple, on va constater que au niveau de la cohérence cardiaque, par exemple, au niveau de ma capacité d'être en rythme harmonieux entre mon cœur et ma tête, ben, si j'ai des pensées négatives, ça va perturber cet équilibre-là. Et ce qu'on a constaté, c'est que le déséquilibre qui se fait entre mon cœur et mon cerveau va avoir des incidences sur mon système nerveux, sur des organes, sur un tas de choses, comme s'il y avait une série de problématiques qui allaient se mettre en chaîne et qui font que finalement, cette pensée-là, quelque part, que je peux avoir là présentement, ben, à quelque part, elle affecte mon état énergétique, elle affecte mon état psycho-émotionnel, elle affecte ma dégantropie, c'est-à-dire que mon corps devient de moins en moins fluide et qui va donc favoriser donc le vieillissement. Donc, on comprend évidemment que simplement en apprenant donc à être conscient que j'ai une certaine gestion énergétique à faire sur mon être, puis une gestion de ma pensée, de mes émotions, ça va jouer favorablement sur ma santé. Ajoutons évidemment à ça le sport, l'activité physique et évidemment l'alimentation. Et on va donc aller dans le sens de ce que l'on observe avec l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on constate, il y a des recherches qui ont été effectuées, qui ont démontré que lorsqu'on modifie l'alimentation, on fait des activités physiques et on fait de la méditation, on va prolonger ce qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire des petites brindilles autour de l'ADN, qui indiquent à quelque part le degré qui indique le nombre d'années qu'on va vivre, par exemple. On arrive à influencer ça, c'est-à-dire à prolonger, à les rendre plus longues. Donc, on est capable de constater qu'on peut modifier notre bagage génétique par des pratiques comme celle-là, plus si on fait attention à l'alimentation, on fait des activités physiques, etc. Donc, vous comprenez évidemment qu'on est dans un ère actuellement qui est révolutionnaire parce qu'il nous donne vraiment une ouverture envers plein de choses qui nous apparaissaient finalement comme figées dans le temps. Hein, on pensait que tout était arrêté et là, on constate que par des attitudes, par la méditation, par le développement de l'intuition, par le développement quelque part des soins énergétiques, l'alimentation, tout ça, on peut modifier notre code génétique. On peut également aussi favoriser donc la négantropie et donc amener un corps à vieillir moins rapidement. Donc, on parle vraiment ici de gestion de la santé, on ne parle plus de maladie comme telle, on parle plutôt de comment je peux ne pas être malade. Et c'est ça, quelque part, que moi, j'ai toujours valorisé dans les lectures intuitives que je fais, au niveau des soins énergétiques plus particulièrement. J'ai toujours parlé aux gens de potentiel santé, c'est-à-dire que si j'ai un potentiel santé qui est optimal, ben, je ne serai pas malade. Alors, moi, je ne focus pas sur la maladie, mais je focus toujours sur l'idée qu'il y a un potentiel santé qu'on va chercher à améliorer et que parce que ce potentiel santé devient plus important, ben, je risque donc de favoriser la santé d'une façon plus importante également. Donc ça, c'est un des aspects, évidemment, qui permet donc de travailler sur la famille d'âme, sur les chakras, donc de faire la pratique de l'enracinement, de travailler sur des techniques. Par exemple, on peut très bien utiliser nos mains pour faire un transfert d'énergie sur notre corps pour favoriser cette circulation énergétique. Hein. Évidemment, dans la pratique intuitive que je propose, il y a des enseignements plus élaborés qui sont faits, mais on peut déjà, avec ce que je viens de vous nommer, déjà avoir une action sur l'aspect énergétique. L'autre aspect qu'on peut apprendre à travailler justement pour équilibrer ces familles d'âmes-là, c'est de comprendre qu'en l'intérieur de nous-mêmes, on a un enfant intérieur qui est en soi, et cet enfant intérieur-là peut se manifester de diverses façons. C'est-à-dire qu'il peut se manifester sous la forme du bâtisseur, sous la forme du communicateur, sous la forme du guerrier. C'est-à-dire qu'à travers le développement de l'être humain que je suis, j'ai donc développé des perturbations plus ou moins importantes dans chacune des familles d'âmes. Et il est possible, évidemment, donc de se relier à l'enfant intérieur qui se retrouve dans le bâtisseur, dans le communicateur, et ainsi de suite, pour apprendre justement à prendre soin de celui-ci et donc de favoriser l'émergence de ce que moi j'appelle l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant qui est en moi, qui a 5 ans, qui se sent abandonné, par exemple, ben, si je vais le voir et que je prends soin de lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il ne se sente plus abandonné, ce qu'on appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, ben à ce moment-là, on permet à l'enfant de nous dévoiler quelque part son potentiel d'adulte et de nous montrer quelque part qui je suis réellement. C'est-à-dire que derrière la souffrance de l'enfant abandonné se dissimule peut-être un adulte qui est capable de s'affirmer très librement parce que justement, il reconnaît qu'il a confiance en lui pour affirmer ce qu'il est. Alors qu'auparavant, il avait l'impression qu'il n'avait pas le droit d'être ça. Donc, vous voyez que
tout ça, finalement, est une façon, encore une fois, de permettre l'expression de l'être humain que je suis et de me libérer de ces composantes associées donc aux familles d'âme et qui sont reliées à mes vécus, à mes expériences de vie individuelles et qui m'empêchent de m'épanouir complètement. On a bien sûr la possibilité d'aller voir les relations affectives, amoureuses. Et quand on parle de la loi d'attraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis animé par des mémoires qui sont dans mon champ énergétique. Ces mémoires-là vont faire que je vais attirer vers moi des gens qui vont m'obliger à faire un travail sur moi pour faire un travail d'épuration à l'intérieur de moi-même. Et évidemment, ces personnes-là vont aussi, par le fait même, faire un travail sur eux-mêmes grâce à ça. D'où viennent ces mémoires-là? Ils viennent de mon histoire personnelle, entre autres. On va voir également qu'elles peuvent venir des mémoires psychogénéalogiques, donc des mémoires familiales, et elles peuvent venir également des mémoires d'autres vies. Donc, on comprend ici que tout le travail des relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles sont tous des processus dans lesquels on apprend justement à assumer notre responsabilité. Il y a un thème qui est à la mode actuellement, où on parle souvent de pervers narcissiques. Alors, bien sûr que les pervers narcissiques, c'est un comportement qui n'est pas acceptable, bien sûr, mais on doit se rappeler quelque part, mais pourquoi moi j'attire à moi un pervers narcissique? C'est parce que j'ai accepté quelque part d'accueillir finalement l'énergie de cette personne-là. J'ai accepté de jouer le jeu en quelque sorte. Donc, je ne veux pas rendre responsable quelqu'un qui aurait subi une relation avec un pervers narcissique. Mais ce que je veux faire comprendre, finalement, c'est qu'on se fait à deux. Et qu'à deux, c'est quand on dit tomber amoureux, hein, c'est-à-dire que si j'assume qui je suis, j'apprends à me définir par rapport à ce que l'autre est et apprendre à me positionner pour être dans une relation la plus vraie et la plus véritable possible. Donc, dans le processus intuitif, hein, comment peut-on arriver pour équilibrer justement les composants des familles d'âme dans les relations? C'est de constater que dans notre perception intuitive, on peut apprendre justement à reconnaître la chimie qui existe entre deux êtres humains et de constater que cette chimie-là, bien évidemment, on peut apprendre donc à chercher à l'équilibrer en travaillant sur les chakras, en travaillant sur les familles d'âme pour favoriser un alignement de plus en plus important dans la relation de chaque individu avec lequel on est en interaction. Il y a également l'aspect financier qui peut être un élément qui joue ici. On a des croyances, on a des expériences de vie qui peuvent nous amener justement à ne pas favoriser l'abondance. Donc ça, c'est un aspect qui peut être également travaillé. Il y a la spiritualité, bien sûr, donc notre regard, notre relation avec Dieu. Si moi je suis en révolte contre Dieu, quelque part, je me suis coupé de quelque chose d'important, c'est cette relation avec le vivant, avec le plus grand que moi. Et évidemment, je dirais que d'un point de vue collectif, moi je suis convaincu que l'être humain dans sa collectivité, la conscience collective, rejette la spiritualité, rejette Dieu, parce que justement Dieu nous le confronte à sa petitesse en tant qu'humain. Et nous, on a tendance, évidemment, à refuser cette petitesse-là en se disant, non, non, je vais vous montrer, moi, que je suis capable, que je suis évolué, que je vais amener un changement dans la conscience sur la planète. On va créer l'intelligence artificielle, on va créer des robots, on va créer, vous voyez, cette espèce de volonté de constamment évoluer, mais toujours en le faisant dans un contexte où on ne prend pas compte de la dimension humaine et de la dimension noble de l'être humain. Hein, on peut très bien développer l'intelligence artificielle avec, avec certaines limites pour permettre à l'être humain de favoriser une vie plus saine pour l'être humain. Ce qu'on a nous tendance à faire, c'est de toujours exploiter l'être humain, de voir de quelle façon qu'on pourrait exploiter davantage l'humain. Et c'est ça qui est malheureux à quelque part. C'est là qu'on voit justement que l'être humain n'a pas intégré cette relation avec la spiritualité, c'est clair, net et précis, puis il ne reconnaît pas la dimension sacrée de l'être humain, malheureusement. L'autre aspect qu'on peut apprendre à travailler évidemment dans ce travail-là, c'est évidemment sur l'archétype des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire on est tous animés par plein de pollutions mémorielles associées à l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai une certaine pollution et que vous en avez une autre? C'est simplement par résonance avec mon vécu, avec mon expérience de vie, et qui va faire qu'à un moment donné, moi je vais apprendre justement à me dégager de ces limitations, de ces programmation-là pour accéder justement à une pureté. La pureté, mais évidemment, c'est l'état dans lequel je reconnais mon essence fondamentale. Et c'est ça, quelque part, qu'on cherche donc à développer à travers ce travail-là. Donc, comment va-t-on faire ça? On va reconnaître évidemment que dans notre champ énergétique, il y a plusieurs états de conscience qui animent notre être. Dans l'esprit évolutif, on en a défini 56 principaux états de conscience, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et évidemment, dans la pratique intuitive, c'est d'apprendre justement à identifier ces états de conscience-là pour être capable de pouvoir justement favoriser un équilibre et d'amener justement l'individu à retrouver une position d'alignement le plus possible. C'est ça qu'on va chercher à faire dans la lecture intuitive et c'est ça qui va m'amener donc à la lecture d'âme
Je vous avais promis que j'allais faire des lectures d'âme. J'en fais pas énormément, mais on va peut-être en faire quelques-unes, peut-être une, peut-être deux, je sais pas. On va voir comment les choses vont aller. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions maintenant sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant ou sur des commentaires ou des choses comme ça? Ça semble pas le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient voulu que je fasse une démonstration, lecture d'âme avec quelqu'un de la salle? Donc, il y a Françoise qui est venue en premier. Donc, je vais regarder pour Françoise. Est-ce que tu as un thème particulier, Françoise, que tu aimerais que je regarde? D'accord, d'accord. Alors, ce que je dirais pour toi, Françoise, pour commencer, on va y aller d'une façon très, très comme ça, comme ça vient, comme on dit. Moi, c'est les bâtisseurs qui ressortent chez toi. Et pourquoi le bâtisseur? Mais parce que je pense que tu es en réorganisation dans ta vie. La réorganisation, c'est que on peut fonctionner avec notre tête, on peut avoir plein d'idées, plein de choses qui peuvent être présentes dans notre tête, mais à un moment donné, on doit reconnaître que nos jambes nous parlent. Elles nous disent quelque chose. Elles nous disent quoi? Ben, elles nous disent, ben là, t'es là, Françoise, et puis là, je pourrais faire plein de choses, mais là, je suis là, puis ce que mes jambes me disent, c'est que j'aurais envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, c'est un rappel à la pratique. La théorie, c'est la tête. La tête a plein d'idées, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, il y a plein de choses qu'on pourrait prendre en direction. Mais les gens, elles, nous ramènent à dire, OK, moi, je suis ici présentement. Là. Je pourrais me faire croire que je suis ailleurs, mais je suis ici. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de me lever debout puis de faire des choses qui me font du bien et qui me font plaisir? C'est ça un peu la première chose que je dirais. Comme c'est quelque part, il y a une volonté chez toi, François, de reconnaître ce qui est présent et de te contenter même à la limite de ce qui est présent, ce qui ne veut pas dire que c'est péjoratif quand je dis se contenter, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une nécessité de voir moins grand, parce que la tête, elle avait toujours cette espèce d'impression que tout est possible, pourrait-on dire, puis nos jambes, ben, nous ramènent à dire oui, tout est possible, mais là, ce qui est possible, c'est ça. Là. Donc, on va se contenter de ça. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Françoise. Oui. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite action pour équilibrer le tout, voir un petit peu comment la nature du bâtisseur en toi se manifeste lorsqu'on l'équilibre un peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déprogrammer puis envoyer un soin énergétique dans ce que j'observe et je vais te dire qu'est-ce qui se passe. La chose que je sens, est-ce que c'est pour ça que mes jambes sont très enflées en ce moment? Certainement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là parce que quand je cherche en tout cas à rétablir moi dans tes jambes, on voit quelque part la féminisation de ta personne. La féminisation, c'est vraiment la femme qui a envie, bon, on va dire ça comme ceci, qui a envie d'avoir des belles jambes, par exemple, et qui a envie, à quelque part, de développer une attention de délicatesse. Délicatesse, c'est de dire, ben moi, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, j'ai envie de prendre soin de moi, et j'ai envie qu'on prenne soin de moi, j'ai envie de prendre soin des autres, j'ai envie, quelque part, de le faire dans un contexte féminin. Et ce contexte féminin n'est pas facile à manifester parce que ça implique à quelque part que le bâtisseur s'assume complètement. C'est-à-dire que si moi je suis une femme, ben je dois prendre ma place en tant que femme. Je ne peux pas attendre que quelqu'un me dise François, prends ta place. Non, non, je dois prendre ma place de femme. Et femme qui implique justement que j'ai reconnaissance de l'envie, quelque part, de cette douceur, de cette féminisation qui est en moi, etc., que je l'incarne, que je l'assume, que je l'expérimente, que je l'exprime, que je donne de l'espace pour que cette femme-là puisse exister véritablement. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Françoise. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, c'est ça un peu qu'on peut voir. Puis quand on cherche à regarder le bâtisseur, comment il s'intègre en toi, la deuxième, l'énergie que je ne vais pas aborder en détail avec toi, mais que je vais quand même te signifier, c'est que quand l'énergie est plus équilibrée dans tes jambes et dans ton bassin, il y a à ce moment le serviteur qui ressort. Et le serviteur, c'est quelqu'un, justement, qui a compris qu'il n'allait pas se faire avoir. Il a compris qu'il n'allait pas se faire avoir. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre à s'aimer. Et comme il est en train d'apprendre à s'aimer, ce qui n'était pas le cas avant,
il est en train de reconnaître qu'il ne peut plus se permettre de continuer à fermer les yeux devant des situations dans lesquelles des gens ne la respectent pas, par exemple. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est une deuxième étape dans le processus où on va apprendre donc à se donner la permission d'exister et d'incarner davantage ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas parce que ce sera plus possible de faire semblant, je dirais. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Françoise. Donc, si évidemment tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, ben moi je te dirais sans doute de prendre le temps d'être attentif avec tes jambes, donc de prendre soin de tes jambes, mais de reconnaître la nature du serviteur qui est en toi. Ben, comment faire en pratique? Ben, quelque part, je pense que la première chose, c'est de s'enraciner, prendre le temps de t'enraciner, ça serait déjà une première chose, de faire une activité au niveau de tes jambes, de prendre le temps quelque part de considérer que tu as beau avoir une agitation cérébrale, il te faut maintenant passer par l'action. Concrètement, qu'est-ce que je fais chaque jour? Hein, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me sentir bien avec moi-même, pour épanouir ma féminité, etc. Et surtout, de quelle façon je peux apprendre à m'affirmer dans cette féminité-là. Parce que je pense que cette affinité-là, elle doit maintenant s'exprimer avec une certaine forme de puissance, de force. Et c'est ça qui demande donc justement euh, une nature le cœur, le serviteur. Le serviteur doit arrêter de se donner corps et âme sans tenir compte de l'amour qu'il a pour lui-même. Et quand on s'aime, on se dit, ben non, moi, j'ai pas envie de te donner quelque chose si tu me le donnes, si tu me donnes pas ce que moi j'ai besoin pour être heureuse. Donc, je pense que c'est ça un petit peu que je sens qu'il va être important pour toi d'être attentive à ça, pour commencer. Alors, évidemment, c'est comme une démonstration. Hein. Est-ce que cela va attirer les personnes dites yang? Ben, moi, ce que je te dirais quelque part, c'est que ce n'est pas les personnes yang que tu as besoin, toi. C'est les personnes, quelque part, qui sont respectueuses. Parce qu'une personne yang ne peut ne pas être respectueuse. Et toi, tu as besoin, justement, d'avoir des personnes, quelque part, qui sont respectueuses. Les personnes respectueuses qui sont capables de reconnaître, quelque part, qu'il y a une femme en toi qui a besoin, quelque part, qu'on la prenne dans ses bras, pourrait-on dire comme ça. Mais pour qu'elle se fasse prendre dans ses bras, il faut qu'elle se sente en sécurité. Et dans ces conditions-là, c'est pas tant le yang ou le yin qui va être important que la personne respectueuse. C'est comme ça que je te dirais ça. Oui, oui, tu as raison. Le développement d'affinité n'est pas le côté yin, oui, bien sûr, mais je vois pas trop la logique du yin et du yang par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu es plus yin, ça ne veut pas dire pour autant que tu as besoin de quelque chose de yang à côté de toi. Quand on est yin, on a besoin quelque part, quand tu vas développer la dimension yin, donc tu vas développer la féminité, la femme qui est en toi. Mais cette femme-là, tu n'as pas appris à l'assumer. Donc, c'est le yang, ça. C'est là que ça devient un peu plus compliqué quand on prend des termes comme ça. C'est-à-dire que la femme en toi a besoin de s'épanouir. Et comme elle n'a pas appris à s'épanouir, elle a tendance à s'effacer. Et comme elle s'efface, ben, elle n'est pas vue, elle n'est pas respectée surtout. Donc, tu es obligé, toi, de reconnaître que tu as une dimension yin, mais une dimension yin qui a besoin de s'affirmer. Donc, yang. Donc, qui a besoin de prendre sa place, qui n'a pas à attendre que les autres la reconnaissent et la voient. Elle doit prendre sa place aussi. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc voilà. Alors, si tu veux bien, on va s'arrêter ici. Comme je dis, c'est une petite démonstration pour montrer un petit peu comment les choses se font concernant donc l'idée donc on l'a vu quelque part que dans ton cas, les deux familles d'âmes, donc le bâtisseur, puis il y avait ensuite le serviteur. Quand on équilibre le bâtisseur, ben, c'est le serviteur qui prend forme. Donc, vous voyez que les familles d'âmes sont cette expression de l'être humain et que quand on interagit avec chacune d'elles, bien évidemment, il y a des familles d'âmes qui vont devenir dominantes en quelque sorte pendant une courte période de temps, pendant une longue période de temps, mais qu'on va apprendre donc à permettre l'épanouissement. C'est comme ça qu'on va arriver donc à favoriser cette position de verticalité ou de négantropie, justement. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui aurait envie qu'on fasse une petite démonstration? Oui, moi, j'avais demandé en même temps que Françoise. Je suis Raja. Mhm. Mais tu vois, je vais dire un petit peu qu'est-ce qui me vient par rapport à ça, c'est que l'idée, c'est que le bâtisseur, pour toi, est dans une position un peu d'épuisement. Comme ça, je vais le décrire. Alors, l'épuisement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie dont on dispose normalement, elle se trouve affaiblie. Et elle se trouve affaiblie parce que justement, on n'est plus en mesure de continuer un certain chemin, une certaine direction, une certaine route. On est en réorganisation dans notre vie et cette réorganisation nous amène à constater quelque part qu'on s'est oublié en chemin. Et s'oublier en chemin, ça fait référence pour moi
au haut du corps, donc à la tête, plus spécifiquement, un peu comme si il y avait une vision très morale, une vision très qui touche la tête. Donc, pour moi, le spirituel, le philosophe, il y a quelque chose de très moral, très orienté sur la pensée, sur la façon de faire les choses. C'est comme ça que ça se fait, c'est pas autrement. Donc, on s'est comme éloigné finalement de nos capacités énergétiques parce qu'on s'est imposé finalement un regard qui était un regard qui nous a éloignés de notre nature humaine de femme finalement. C'est ça un peu que je dirais dans un premier temps. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Oui, bah oui, en l'entendant, là, ça m'interpelle. Mhm. Puis là, on va revenir donc le bâtisseur pour un petit peu consolider l'énergie dans la région du bâtisseur, pour voir un petit peu comment est-ce que ça peut évoluer. Oui. Ça touche la notion, par exemple, de dire, je peux pas faire ça. Tu vois, quand j'essaie de rétablir le mouvement dans tes jambes, il y a comme si, quelque part dans toi, une forme de blindage. Non, non, je peux pas faire ça. Non, c'est pas possible de faire ça. Non, je peux pas. Tu vois, comme si, quelque part, il y avait quelque chose que tu t'interdisais. Et cette interdiction-là, pour moi, empêche finalement le ressourcement au niveau du bâtisseur. Parce que le bâtisseur, finalement, qu'est-ce qu'il lui veut? Il veut simplement retrouver le droit à son existence. L'existence, c'est quoi? C'est être dans ses jambes, être dans les deux pieds sur le sol, puis de faire des pas dans une certaine direction qui va nous permettre de nous épanouir en tant qu'être humain. C'est ça, quelque part, que le bâtisseur veut. Maintenant, quand on a des conventions philosophiques, morales, religieuses, etc. Et ça, pour moi, c'est le plexus solaire, donc le guerrier, jusqu'au chakra coronal. Donc, le spirituel est comme une espèce de tension dans cet espace-là. Et cet espace-là est provoqué parce que, justement, on a le sentiment, quelque part, qu'on doit se comporter d'une certaine façon. Et ça, c'est un peu comme un peu l'esprit du soldat. Hein, je dois être exactement comme on m'a demandé d'être. Si je ne le suis pas, ben, quelque part, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas le droit d'exister dans d'autres conditions que celles-là. Et c'est là que j'ai l'impression qu'il y a un ménage à faire pour toi, parce que j'ai l'impression que entre le plexus solaire et le sommet de la tête, il y a une réorganisation à faire. La réorganisation, c'est de te rendre compte qu'il y a en dedans de toi une petite fille qui a envie d'exister et elle n'a plus envie, à quelque part, de se comporter comme on a voulu qu'elle le soit depuis qu'elle est toute jeune. Et on a besoin de retrouver cette liberté-là. Et cette liberté-là, évidemment, se fait de quelle façon? Ben, elle se fait à travers la souffrance. Et quand on reconnaît quelque part qu'on n'est plus capable de fonctionner parce qu'on n'est plus en vie même de fonctionner comme on nous demandait d'être auparavant, parce que ça ne nous correspond plus, ben, on est obligé d'admettre qu'on va devoir changer notre façon de fonctionner. Et oui, il y a effectivement un effondrement qui va en résulter, il y a quelque chose qui va être bouleversant là-dedans. Puis en même temps, il y a une grande fête qu'on y pense. Parce que la grande fête, c'est quoi? C'est qu'on va retrouver qui on est véritablement. On va renouer contact avec la femme qui s'est égarée, qui s'est oubliée. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'important dans ton cheminement de vie. Parce que je pense que tu vas retrouver le plaisir de danser, par exemple. Tu vois, le danser, c'est de retrouver l'aisance de l'harmonie, du fluide de la vie. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler avec le fluide, toi, de la vie. Le fluide équilibré de la vie, à quelque part, c'est de ne pas se casser la tête, mais de suivre le mouvement de la vie. Et ce mouvement de la vie, ben, toi, tu te refusais de le suivre parce que tu avais toujours l'impression qu'il fallait que tu suives quelque chose qu'on t'avait demandé de suivre, qui n'était pas d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui est en train de changer à ce niveau-là chez toi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, tout à fait. Je suis Mm. en train de revoir mes priorités et de ne plus, en fait, obéir aux injonctions, de la société, des parents, de la famille. Mhm. Je me rebelle. Ouais, puis c'est intéressant parce que cette notion de rébellion, ça reflète un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire que plus j'apprends, moi, à évoluer dans ma vie, plus j'apprends à reconnecter avec mon essence. Mon essence, c'est quand je constate que l'énergie qui est en moi, elle a des besoins, elle a des demandes qui ne correspondent pas à ce que la société ou la famille ou euh, la vie à quelque part extérieure m'a imposé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'appartient à moi et que je dois apprendre à accueillir, parce que si je l'accueille, ben, je vais apprendre à l'aimer. Et si je l'aime, ben, je vais apprendre à l'incarner. Et si je l'incarne, ben, je vais apprendre effectivement à m'émanciper comme femme en accord avec la valeur de qui je suis. Alors, je pense que c'est ça un petit peu le chemin qui t'est proposé à ce stade-ci. Hum. D'accord. Et comment, alors, je pourrais faire vivre la petite fille qui est en moi et que j'ai étouffée depuis toujours? Mais tu sais, je pense que la première chose qui est à faire, c'est de l'aimer. Et l'aimer, c'est de reconnaître à quelque part comme dans toi, il y a quelqu'un que tu n'as pas appris à aimer, parce que tu as appris à ne pas l'écouter, tu n'as pas appris à en tenir compte. Et là, tu es en train de reconnaître que cette femme, cet enfant-là, cette petite fille-là, elle a envie d'exister, puis elle a envie quelque part que tu lui donnes l'autorité
d'exister. Alors, cette petite fille-là, quelque part, elle va t'amener à vouloir faire plein de choses qui ne sont pas acceptables pour toi. Donc, la première chose que tu dois accepter, c'est de lui dire, OK, tu me demandes de faire des choses que je ne suis pas habitué de faire. Donc, je vais apprendre maintenant à reconnecter avec, non pas l'interdit, mais avec le plaisir. Parce que l'interdit, c'est non, mais le plaisir, c'est oui. Et je pense que c'est ça que tu vas apprendre à découvrir, c'est qu'il y a en toi un plaisir qui est en train d'émerger, qui te bouscule, parce que le plaisir te ramène à te dire, ben finalement, je devrais dire non, mais j'ai le plaisir et ça me donne envie de dire oui. Donc, pour moi, il y a tout un apprentissage de compréhension de ta vie et de ta compréhension par rapport à ce qu'on a voulu t'imposer, qui est en train de se dissocier, c'est-à-dire que tu es en train d'apprendre à faire la différence entre ce que toi tu veux, ce que toi tu es, ce que tu as envie de faire et ce que les autres ont voulu t'imposer ou t'ont voulu t'obliger à prendre comme direction. Et je pense que ça va être la première chose que tu vas avoir à faire, c'est de chaque jour, je te dirais, de prendre le temps de te définir par rapport aux envies de cette petite fille-là, qui vont être en désaccord avec des valeurs qui sont en toi, mais que tu vas devoir apprendre à reconnaître que ces envies-là sont animées par de la joie et du plaisir que ça te procure. Donc, ce serait presque dommage de ne pas te permettre de suivre ce mouvement-là à cause de ça, tu comprends? Hmm. Oui, tout à fait. Alors, Tout moi, je à te dirais que ce serait la première étape qui serait déjà un point de départ pour t'aider à cheminer dans cette direction-là. D'accord. Ouais, je te remercie, Sylvain. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. OK, donc, je vais peut-être prendre le temps de vous parler maintenant de la petite proposition que j'avais à vous faire, là, concernant, c'était un peu, là, il y a des gens qui m'avaient beaucoup posé de questions, alors c'est pour cette raison que j'avais fait ce petit entretien-là. Euh, il y a donc une proposition qui existe, qui va avoir lieu, donc je l'ai mis jusqu'à dimanche prochain. C'est une proposition de 5 consultations. Ces 5 consultations, finalement, ont pour objectif donc de vous aider à favoriser l'alignement de votre être concernant la spirale évolutive. Donc, la première consultation, on met en évidence un peu votre spirale évolutive, les diverses énergies qui sont à travailler, etc. Puis ça dure à peu près 1 heure, cette consultation-là. Et puis ensuite, bien évidemment, des consultations qui vont avoir pour objectif de vous aider à équilibrer votre nature de la spirale évolutive à travers des, euh, des enseignements personnalisés que je vais donner à l'intérieur de ces consultations-là, qui vont vous amener donc à cheminer pour que dans les 5 consultations, ben, vous arriviez donc, d'une part, à approfondir votre compréhension de vous-même, mais aussi, évidemment, de favoriser un alignement de votre spirale évolutive. Alors, ces 5 consultations-là étaient donc déjà un prix intéressant. Donc, c'est de 300 euros ou de 400 dollars canadiens pour les 5 consultations. Mais en plus de ça, il y a donc un enseignement en ligne. L'enseignement en ligne, la conférence est un petit peu un élément de ça, mais l'enseignement en ligne, c'est un enseignement qui va être donné dans un site Internet bien spécifique dans lequel vous allez bénéficier d'un enseignement sur la spirale évolutive, un approfondissement de la connaissance de la spirale évolutive, mais aussi des méditations qui ont pour objectif donc d'équilibrer, de soigner les familles d'âme, les blessures, les conditions énergétiques, apprendre à travailler sur les états de conscience. Donc, vous allez apprendre à découvrir de quelle façon vous pouvez justement être plus en harmonie avec la spirale évolutive. Et puis, vous allez avoir également, en plus de ça, un enseignement sur un jeu de cartes intuitif que je vous avais présenté au tout début donc, de la conférence. Hein. C'est le jeu ici, dans lequel vous allez apprendre à l'utiliser. Ça va sortir en septembre, donc c'est pas pour tout de suite, mais le jeu de cartes va vous être retransmis avec un enseignement qui va vous permettre donc d'approfondir le jeu de cartes en tenant compte évidemment de toute la spirale évolutive qui est proposée dans le premier volet de l'enseignement. Alors, c'est une promotion qui a donc lieu jusqu'à dimanche et qui a pour objectif donc de vous faire découvrir la spirale évolutive et d'être les premiers qui vont pouvoir justement utiliser le jeu de cartes de la spirale évolutive, qui est un jeu finalement qui a pour objectif de vous aider à développer votre intuition en tenant compte de la grille de la spirale évolutive que je vous ai un petit peu présentée aujourd'hui. Puis évidemment, ça vous permet donc de pouvoir justement développer cet outil-là comme un outil d'aide pour mieux vous comprendre, mieux répondre à vos questions que vous pouvez avoir. Puis évidemment, ça peut aussi favoriser le développement de l'intuition, puisque la spirale évolutive a pour objectif aussi de favoriser donc une compréhension de ce qui se passe entre nous, de ce qui anime notre être, et donc de mieux arriver à mieux cerner ce qui anime notre être, mais aussi mieux cerner ce qui se passe dans notre entourage à ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous êtes bien sûr bienvenue. Il suffit simplement de m'envoyer un email pour me dire que vous avez un intérêt et puis je vous envoie les informations et on commence les consultations et tout ça en temps et en heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant, avant que je termine sur les différents sujets, quelles que soient les questions que vous avez, vous pouvez me les poser.
peut-être que je pourrais prendre une dernière personne pour terminer, puis on va terminer avec ça, si ça vous dit. J'avais dit deux, trois personnes, donc j'en ai fait deux, je fais une troisième, sommairement quand même, mais je vais en faire une troisième. Donc, c'est Hélène, c'est bien ça? Et donc, est-ce que tu as un thème particulier, Hélène? Merci, Di Carlo, la clarté que tu me donnes comme information. Sur moi, je veux bien, OK, bon. Tu vois, Hélène, la chose que moi je sens, c'est le communicateur que je perçois comme perturbé. C'est le communicateur, c'est toute la question de l'honnêteté envers soi-même pour commencer, puis l'honnêteté envers les autres. Moi, quelque part, je peux avoir plein de choses qui se passent en moi et j'ai peut-être pas envie de les verbaliser à des gens parce que c'est trop bouleversant. Ça vient trop à l'encontre de quelque part de ce que j'ai montré comme visage de ces personnes-là. Donc, je veux pas quelque part me dévoiler parce que me dévoiler, ben, effectivement, ça me mettrait en danger devant ces personnes-là. Donc, je reste un peu dans une position de secret. Le secret, c'est que je garde pour moi ce qui m'anime plutôt que de le dévoiler envers les gens. Et d'une certaine façon, je ne le dévoile pas non plus là-dedans. Donc, il y a une espèce de situation un peu comme de retenue, je dirais, qui peut en résulter. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Hélène. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer de faire une petite action pour finir en beauté la conférence, pour donc essayer de t'amener donc à être plus dans cette clarté avec toi-même, là. Tu vois, il y a comme on n'ira pas en profondeur parce que ça touche des choses, mais quand on interagit avec ton chakra sacré, avec le communicateur en toi, il y a quelque part tout de suite comme une absence dans le haut du corps. C'est un peu comme le désalignement. Le désalignement, c'est comme une situation à quelque part où on n'est pas en mesure de s'aligner avec ce qui se passe en nous parce que ça fait trop mal. Et ça indique à quelque part que, euh, tu sais, il y a des gens finalement c'est ça comme ceci, il y a des gens qui nous demandent d'être une personne qui soit à la hauteur, hein. Puis en même temps, ces gens-là nous manquent de respect ou ne se comportent pas adéquatement avec nous. Mais ils veulent à quelque part que ils sont très exigeants avec nous, puis ils nous demandent des choix, des choses impossibles. Donc, à un moment donné, on analyse, hey, pourquoi moi, quelque part, je devrais répondre à tes demandes, à tes requêtes, alors que toi, tu me respectes même pas, puis tu fais même pas les choses correctement. Donc, à quelque part, pour moi, ce côté secret dont je viens de te parler, ben, mène évidence finalement une femme qui est en train de devenir une femme sage, une femme plus mature, plus adulte, et qui est en train d'apprendre à se dire, ben, hey, un instant, je vais commencer, moi, j'ai envie de commencer à prendre de plus en plus de place pour exister, puis pour m'affirmer, pour dire qui je suis, pour dire ce que je ressens, puis dire ce que je veux. Et c'est ça un petit peu que je sens de ça, Hélène. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est un potentiel évolutif qu'on voit qui est présent en toi, qui est en train de se construire, qui est en train de se former tout doucement et qui indique justement que tu as envie, quelque part, d'être dans une position d'alignement avec la femme que tu es et la femme qui a envie maintenant de s'épanouir comme elle le souhaite véritablement. Tu me dis, oui, je suis très touché, donc d'être vrai. Oui, ben c'est ça, quelque part, c'est cette position de vérité. L'authenticité, c'est ça, le communicateur recherche beaucoup cette authenticité, cette vérité-là, et c'est pas facile d'être vrai, il faut pas se leurrer, hein, ça demande à quelque part du courage envers soi-même, de s'avouer premièrement qui on est véritablement, ce qu'on veut véritablement, puis de l'avouer face aux autres aussi, c'est pas toujours facile non plus. Donc, il y a tout un travail d'apprivoisement qu'on a à faire à ce niveau-là. Et comment peut-on le travailler? Ben, en développant notre entité envers nous-mêmes, c'est-à-dire en ayant un journal intime dans lequel on peut écrire régulièrement cette vérité qu'on s'adresse à soi-même pour se rappeler à quelque part qui on est. Puis, à force de se répéter qui on est, puis cette vérité qui est en nous, ben, on arrive tout doucement à être capable de mieux affirmer cette vérité-là et être capable de la faire, de l'assumer auprès des gens qui sont autour de soi. Et je pense que c'est ça un petit peu qui serait intéressant peut-être pour toi à explorer pour cette dimension-là. Donc, tu peux peut-être me faire merci. D'accord. Donc, merci à toi d'avoir participé, Hélène. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent pour cette petite conférence. J'espère que vous avez apprécié. C'est un volet, j'ai essayé de vous présenter ça. J'avais déjà présenté la spirale évolutive, donc j'avais envie de vous la présenter un petit peu différemment pour amener une réflexion différente. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui sont intéressés à la spirale évolutive, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, hein, bien sûr, des conférences sur le sujet qui ont déjà eu lieu, sur la spirale évolutive, sur d'autres sujets. Il y en a plein d'autres hein, que vous pouvez explorer si ça vous dit.
qui sont accessibles à tout moment, à tout temps sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des interrogations sur différentes choses qui ont été touchées aujourd'hui ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. OK? Au revoir. Merci. Merci. Merci Sylvain, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup, à bientôt.